Cela faisait un moment déjà que les marais boueux de l'Ostermark avaient laissé la place à un paysage aride, froid et désolé. La plaine était recouverte de terre sèche et craquelée, parsemée d'arbres morts malgré le cours de la Styr qui traversait ce décor apocalyptique. Même l'eau semblait avoir troqué son habituelle couleur sombre pour des teintes plus grasses et verdâtres, similaires à celles des algues gluantes qui flottaient à sa surface. Mais le plus inquiétant était que plus il s'approchait de Mordheim et plus les traces d'une mortalité accrue s'accentuaient. Le sol était jonché de squelettes dessiqués, d'armes rouillées et d'armures usées par le temps et les éléments. C'est quoi tout ça? Y a eu une bataille ici? Ça ne ressemble pas à une armée régulière, plus à des pillards. Comme nous? La remarque d'Hilda laissa un blanc et la troupe anxieuse continua sa marche en silence jusqu'à ce qu'enfin leur vue ne porte sur l'objectif de leur voyage. Une vision pour le moins angoissante dans toute sa splendeur décrépie et ruinée. Mordheim. On y est, Mordheim, la cité des damnés. C'est bien l'idée que je me faisais d'une ville fantôme. Si on pouvait éviter les fantômes et les damnés, ça m'arrangerait. Oh, regardez ce que j'ai trouvé! Le groupe se stoppa tandis que Maximilian levait une petite pierre terreuse et verdâtre à hauteur d'œil, d'un air agréablement surpris, et Rart grogna d'un air sombre. C'est de la malpierre. Non, absolument pas, c'est un excrément, fantastique! La tension retomba d'un seul coup tandis que le savant fou écrasait la petite crotte au-dessus d'une fiole pour en tirer une poudre. Baragor pesta dans sa langue avant de commenter en Reichspiel. Pourquoi tu t'enjailles pour une crotte séchée? C'est une fiente de rongeur, mais vous voyez, elle brille légèrement. L'animal a dû manger de la malpierre, c'est fabuleux. Un rongeur? Vu la taille de la merde, j'ai pas envie de voir la bestiole qui l'a chié. Baragor eut un renaclement, comme s'il avait perçu une information que lui seul pouvait connaître, mais sans rien en dire à ses camarades. Il passa à autre chose sans se laisser perturber plus avant. Continuons, au moins avec l'état des murailles, pas besoin de passer par les portes, et me t'avais qu'on ferait mieux de rester discret. Le groupe acquiesça sans se poser de questions et se remit en route. Il ne leur fallut pas longtemps pour trouver un passage dans les remparts détruits, non plus que pour les traverser. Le nain parut particulièrement à l'aise au moment de passer les éboulis, malgré sa corpulence et son tonneau, un indicateur fort de son habitude à pratiquer des terrains accidentés ou montagneux. Une fois à l'intérieur de la ville, chacun prit un instant pour observer les alentours et s'imprégner de l'ambiance lugubre qui y régnait. Hormis les ruines et le silence qui flottaient autant que la brume, de nombreux éléments paraissaient étranges et anxiogènes. Hilda s'approcha d'une maison à moitié effondrée et passa sa main sur une brèche dans le torchis. Un liquide rouge et épais en suintait comme une blessure, et quand elle porta le fluide à son nez pour le sentir, cela confirma son impression. C'est du sang. La maison saigne. L'inquiétude dans son regard se transmit à ses camarades, bien qu'elle seule affichait l'éthique corporelle propre à une peur profonde. Elle observa autour d'elle comme si elle s'attendait à voir surgir un fantôme de l'une de ses ruines. De son côté, Maximilian s'approcha d'un arbre mort duquel se balançait le cadavre décharné d'un pendu. Puis il prit un air de réflexion. Cet endroit me semble bien peu accueillant, même pour une ville ayant subi une catastrophe cosmique possiblement d'origine divine. Sans blague, continuons. On est 3 découverts ici, on devrait trouver un abri et établir le camp avant de penser à la suite des opérations. Erhardt avait parlé d'un ton direct et pragmatique, mais sa voix était légèrement fébrile et sa main tremblait comme à chaque fois qu'il avait affaire avec l'expression des pouvoirs chaotiques. Un trauma qu'il tenait depuis cette fameuse bataille en Kislev. Il faisait malgré tout bonne figure, conscient de l'importance d'afficher un semblant d'assurance dans cette ambiance délétère. Ils explorèrent la périphérie de Mordheim sans rencontrer âme qui vive, en dehors d'une paire de corbeaux obèses, surpris de voir le corps d'humain mobile dans ce cimetière aux apparences de ville. Puis, au bout d'une heure, peut-être plus, ils finirent par s'établir dans ce qui semblait être une échoppe, ou du moins qui avait dû l'être à une époque où elle n'était pas une ruine ravagée et poussiéreuse. Cet endroit est pas pire qu'un autre, et au moins les murs sont encore debout, alors on pourra dormir au chaud ce soir. Baragor passa derrière le comptoir en bois vermoulu et attrapa l'une des bouteilles qui avait miraculeusement survécu au cataclysme silencieux qui semblait avoir touché ses comparses. Il en retira le bouchon avant d'enhumer le liquide sirupeux. C'est de la ratafia. C'est un genre de gnôle? Ouais, et de la bonne.
Le nain continua de sentir les arômes sortant de la bouteille avant de récupérer une chope dans un état à peu près correct et de la nettoyer avec l'eau de sa gourde. Il y versa alors le contenu sombre de la bouteille et porta la chope à sa bouche. Il en parut satisfait. Au moins on mourra pas de soif, il y a de la cerise et de la framboise là-dedans, et du miel. Et t'es sûr que c'est une bonne idée de boire ce truc? Oh ne t'inquiète pas, l'agneau c'est mon domaine, je vous assure qu'il n'y a pas de risque. Par contre, je suis surpris de trouver une ratafia de cette qualité dans une échoppe de quartier, c'est plutôt un truc de riche. Mordheim était une grande ville marchande avant la chute de la comète, enfin, de ce que j'en ai compris. J'imagine que même un simple commerçant devait bien gagner sa vie ici. On voit le résultat. Hilda poussa du pied un squelette jauni dans une grimace de dégoût et de crainte, mais Baragor ne sembla pas s'émouvoir du sort du marchand. Bah, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Au moins lui, il a plus de problème. Et il viendra pas râler si on lui siphonne ses bouteilles. Je vais passer mon tour. L'alcool a des effets passablement aléatoires et problématiques sur moi. Pensez-vous que ce malheureux vendait du lait de chèvre ou du jus de fruits? S'il y avait du jus de fruits ici, mais ta vécu serait devenu de la vinasse, et je boirais pas de lait provenant de ce taudis à ta place. Certes, je vais me contenter de ma gourde d'eau. La chanoinesse Magdalena se releva de sa prière devant l'autel de Sigmar. Ses genoux la faisaient souffrir après plus d'1 heure dans cette position inconfortable, mais la douleur était certainement un signe que ses louanges avaient certainement atteint son dieu tutélaire. Une fois debout, l'une de ses coreligionnaires sortit de l'ombre où elle semblait attendre depuis un moment sans vouloir interrompre le recueillement de sa supérieure. Ma sœur, nous avons confirmation de la position de l'orbe du démon. En sommes-nous sûrs cette fois? Oui, ma sœur, plusieurs de nos novices ont exploré les alentours du cratère. Nous pouvons dès à présent sortir de notre réclusion pour le récupérer. Qu'en est-il des immondes créatures de la non-vie? Il semblerait que la marquise von Karstein ait actuellement fort à faire avec les sbires des dieux noirs. La voie est libre, peu de morts vivants sont à prévoir ailleurs que dans les alentours de la bibliothèque. Voilà une bénédiction que nous offre Sigmar pour notre dévotion, ma sœur. Rassemblez immédiatement une troupe. Nous allons enfin purger cette ville de son immonde corruption. Le coup de poignard mit un terme aux souffrances de la jeune femme, couverte de blessures cruelles, et elle s'écroula, incapable de fermer ses yeux crevés et brûlés par des tisons ardents. La mort de la chose femelle provoqua une forte agitation parmi les Skavennes alentours, mais Filch y mit un terme sans embâge. Silence! Skaven doivent écouter Filch! La chose femelle a dit, oui, Skaven, ça vous trouver la grande pierre magique. Skaven, cherchez, trouvez, maintenant, tout de suite! Non, trop dangereux, choses mortes et choses chaudes partout ici. Mais Filch intelligent, rusé, Filch sait comment réussir, succès. L'homme rat passa ses mains griffues avec une douceur dérangeante sur le visage de la sœur de Sigmar qu'il avait torturé à mort quelques instants auparavant. Il leva le visage tordu du cadavre à côté du sien dans un rictus, comme s'il manipulait une poupée ou une marionnette pour illustrer son propos sordide. Chose femelle trouvée prendre pierre magique. Non, pierre magique pour Skaven. Silence, calme. Et je suis pas bête, Filch a dit intelligent, rusé. Les Skaven, laissez les choses femelles trouver prendre les pierres magiques. Pas danger pour nous, non. Et alors, Skaven prendre tuer les choses femelles? Oui. Si Mordheim paraissait déjà inhospitalière en surface, qu'est-ce à dire de son réseau d'égouts? L'odeur typique de déjection humaine et de décomposition faisait déjà un lieu peu ragoûtant du temps où la ville était encore un parangon de richesse et de culture. Mais à présent que la comète à 2 queues avait fait tomber son châtiment, la notion d'insalubrité voyait sa définition s'enrichir d'une toute nouvelle gamme de concepts additionnels. Les murs, autrefois façonnés de pierres brutes, mélangeaient à présent sans retenue la chair, les fluides et la roche dans une parodie grossière de colons. Un endroit pour le moins dégoûtant, faute d'un terme plus fort, mais qui s'accordait étonnamment bien à la petite troupe qui le parcourait. En bon leader Skaven, Filch avait pris place au milieu de ses subalternes, offrant ainsi un bouclier vivant contre toute menace et venant de toutes directions. Le groupe d'hommes rats, peu dérangé par l'odeur, ne semblait pas totalement à l'aise pour autant.
Les choses humaines, pas construire ça. Pierre Rocher pas censé saigner, non. Pas parler, penser, Filch le faire à la place des Skaven. Les Skaven juste avancés, chose se mêle proche. L'ordre se dispersa dans la meute et chacun tint sa langue autant que faire se peut. Les couinements craintifs et le muscle de la peur exprimant mieux que 1000 mots le malaise ambiant. L'homme rat de tête, une créature un peu plus trapue que les autres, portant une armure lourde hétéroclite et un large bouclier triangulaire, stoppa sa marche. Le boyau dans lequel il progressait avait trouvé sa fin, déversant le flux et le reflux de son contenu en une cascade d'immondices dans la salle en contrebas. Dissimulés à la vue de celles présentes dans l'antichambre, les Skaven s'agglutinèrent les uns sur les autres pour obtenir un meilleur champ de vision sur la scène. Magdalena s'arrêta à bonne distance de la chose, plus grosse qu'un crâne humain, voire même qu'un crâne d'ogre. La pierre pulsante d'énergie malade ne laissait planer aucun doute sur sa nature. Un fragment de malpierre énorme, l'orbe du démon, le cœur de la comète selon les visions qu'elle avait eues de la chose. L'une des sœurs novices l'interpella. « Ma sœur, que devrions-nous faire ? Je ressens la puissance des faux dieux dans cette pierre. Leur corruption rampante émane d'elle. Il nous faut la ramener à la cathédrale pour la purifier. Je sens que c'est d'elle que provient tout le mal de cette ville. » La novice hocha de la tête et s'approcha de la pierre. Elle hésita un instant avant de poser craintivement la main dessus. La réaction ne se fit pas attendre. La peau fut arrachée de ses muscles tout le long de son bras jusqu'à l'épaule, et la jeune femme fut projetée en arrière dans un cri de terreur et de douleur. Elle pressa son membre équarri contre elle en gémissant de manière ignoble dans l'indifférence de Magdalena et dans l'horreur silencieuse des autres sœurs. La chanoinesse abattit alors sa masse d'armes sanctifiée sur le crâne de la pauvre novice, mettant un terme à ses souffrances, puis elle commenta. Elle n'était pas assez pure et s'est laissée corrompre par le pouvoir mutateur de la pierre magique. Ne la touchez pas directement. Sœur Irina, sœur Hildegarde, recouvrez cette immondice de linge sanctifié avant de la manipuler. Aucune des femmes présentes ne fit de remarques concernant le fait que Magdalena avait sciemment laissé l'une d'entre elles se rapprocher de la pierre, alors qu'elle avait préparé une contre-mesure pour s'en protéger. Les deux novices susmentionnés se hâtèrent d'obéir aux ordres et d'envelopper l'orbe du démon en prenant garde d'éviter tout contact direct. Malgré tout, leur proximité sembla agiter la pierre, dont les pulsations s'accentuèrent, provoquant nausées et même quelques vomissements dans l'assemblée dévote. Le silence dans la salle souterraine se trouva meurtri par les gargouilles gluants des ordures qui s'écoulaient en cascade depuis la galerie supérieure. Filch et ses sbires, tapis dans l'ombre infâme des égouts, observaient la scène avec une intensité vibrante de convoitise. Pas un seul Skaven n'osait parler, leur museau à moitié retroussé sur des dents jaunâtres. En contrebas, les sœurs de Sigmar s'affairèrent autour de l'orbe du démon, dont les pulsations verdâtres jetaient sur les murs un halo malsain. La chanoinesse Magdalena, la robe maculée du sang encore frais de sa propre religieuse, jetait des coups d'œil attentifs aux environs. Filch sentait son cœur de rongeur s'emballer. Il reconnaissait à demi-mot ses effluves mêlés de malpierre et de puissance, un mélange savoureux et toxique, autant pour l'âme que pour la chair. Son museau tressaillit, il se pencha vers l'oreille la plus proche, une petite Skaven au pelage clair, probablement un émissaire inférieur du clan Eshin, qu'il avait enrôlé de force pour cette mission. Celle-ci semblait fébrile à l'idée de laisser l'objet de leur convoitise s'éloigner, et il lui murmura. « Choses semelles vont partir avec la pierre puissance, oui. Filch va patienter, laissez-les faire effort et ensuite... » La femelle Skaven ne répondit qu'en hochant de la tête, le regard braqué sur la malpierre empaqueté comme un nourrisson. Les sœurs se mirent en branle, certaines récitèrent à mi-voix un hymne dissonant, cherchant peut-être à contenir l'énergie impie qui palpitait dans la pierre, ou simplement pour se donner du courage. Magdalena fronça les sourcils, déjà deux novices chancelaient malgré les cantiques, secoués de spasmes à cause de la proximité de l'orbe. La chanoinesse les menaça du regard, et ce seul geste sembla imposer un regain de discipline. Pour ces religieuses, une mort brutale paraissait préférable à la moindre faiblesse. Filch gloussa intérieurement, voilà qui faciliterait peut-être son travail. Les proies s'entretuent parfois d'elles-mêmes, pour peu qu'on attise la méfiance et la peur. Une paire de Skaven, excités par l'odeur du sang et de pierre magique, s'avancèrent en retroussant les babines, mais furent stoppés dans leur élan d'un geste de la main de Filch. D'abord hésitants, les deux Skaven comprirent l'ordre et s'accordèrent à reculer de quelques pas, malgré l'odeur âcre de la malpierre qui leur donnait la chair de poule et l'eau à la bouche. Un raclement métallique résonna alors dans l'ombre aux alentours, le cliquetis d'armes de fortune.
Chaque homme-rat était craintif par nature, en particulier face à l'inconnu, mais ce nouvel afflux sensoriel ne fit qu'accentuer leur lâcheté naturelle. Cependant, dans la pénombre, la chanoinesse et ses novices demeuraient aveugles à la vingtaine de silhouettes voûtées qui rampaient et claudiquaient telles des araignées sur les parois suintantes. Un Skaven, au museau long et tordu, couina, juché sur les épaules de l'un de ses camarades vermineux, puis commenta. « Il j'avais raison, laissez Chaussemelle ramener Malpierre jusqu'à surface, plus simple, moins dangereux mort. » Silence! Écoutez ce qu'elles disent, parle, écoutez entendre! La troupe de religieux s'était soudain stoppée dans sa procession, maintenant alertée par la présence étrangère qui semblait les encercler. Leur sens, inférieur à ceux des rongeurs, n'avait cependant pas permis une réaction plus précoce à la menace. Et soudain, le calme humide des lieux fut brisé par le rugissement des mutants et des monstres qui se ruèrent vers les sœurs de Sigmar. Une paire de nonnes succomba avant même que le premier coup de masse ne fuse contre l'assaillant. Magdalena beugla des ordres en réaction, repoussant d'un coup de bouclier une créature hideuse aux faciès de mouche, et dont la trompe garnie de crocs émettait un bruit de succion écœurant dans une parodie de baisers insistants. Le monstre, difforme, tituba, peu allait sur ses jambes aux articulations surnuméraires, et la chanoinesse en profita pour fracasser ses os d'un coup de masse. Autour d'elle, les aspirantes et les novices n'en menaient pas large, confrontés à l'horreur des choses ayant de toute évidence été autrefois des humains. Ne cédez pas à la peur, mes sœurs, Sigmar nous protège, transportez l'or bord de ce cloak. L'excitation sembla parcourir les hommes rats sur leur promontoire visqueux, la vue des humaines en position de faiblesse activant chez eux un instinct prédateur et opportuniste. Grosse porteuse séparée du groupe, moment occasion, oui. Filch siffla et interrompit son sbire d'un coup de griffe, au moment où celui-ci dégainait une paire de pistolets rudimentaires, semblant aussi dangereux pour lui-même que pour ses ennemis. Immobile, silence! Trop plein ennemi pour Skaven, Filch plus malin rusé que... Mais le sermon de l'assassin se perdit dans le couinement strident d'un Skaven et le son caractéristique d'une éviscération derrière lui. La surprise se transforma rapidement en panique quand la horde d'hommes rats entama un mouvement de foule à l'opposé de la menace, mais bloqué par le précipice devant eux. Filch poussa un cri sifflant au moment où, dans la bousculade désordonnée qui suivit, lui et ses sbires furent poussés dans le vide par leur propre masse vermineuse. Sa vue se posa sur l'un des Skaven n'ayant pas chuté, se faisant démembrer sans effort par une créature monstrueuse au niveau de leur ancien perchoir. Puis ses sens furent saturés par le bruit et la vue de l'eau vaseuse tout autour de lui. Les hommes rares rescapés se débattaient dans le liquide immonde de manière hystérique et totalement désordonnée, et il sentit plusieurs fois une patte ou une griffe le frapper avant qu'enfin il ne puisse sortir la tête de l'eau. Yes. Il chouina dans un mélange de peur et de colère et s'appuya sans son consentement sur l'un des Skaven proches pour se hisser hors de l'eau, laissant son congénère avaler une quantité non négligeable de souillé comme unique récompense de son rôle en tant que marchepied. Détrempé et couvert d'immondices, l'assassin ne se laissa pas aller à une surprise fatale. Il dégaina son long poignard cranté et égorgea sans réflexion complexe la créature humanoïde qui s'était approchée de lui au moment de son extirpation de l'eau boueuse. Il fut imité dans cet instinct de préservation par plusieurs autres Skaven, alors que la meute émergeait petit à petit des flots pour se joindre à l'orgie de violence. Meurtre, mort! Tuez les choses choses et les choses femelles, oui! Paradoxalement et en parfaite contradiction avec son cri de guerre, Filch ne perdit pas de temps avant de se mettre à couvert derrière ses sbires les plus sacrifiables. Après tout, selon ce vieil adage de Scarogne, mieux valait un lâche vivant qu'un héros mort. Magdalena se laissa aller à une insulte très peu digne de sa foi au moment où le nouvel ennemi fit son apparition. Sa troupe était cernée à la fois par ces mutants et par ces créatures murines toutes droit sorties d'un cauchemar. Elle fracassa un homme rat trop téméraire contre le mur avec son bouclier avant de se tourner vers celle de ses sœurs qui avait la charge de l'orbe du démon. Comme anticipé, c'était elle qui subissait le plus d'attention. La chanoinesse se rua à leur secours, plus dans un souci pragmatique en vérité que par empathie. Son arme s'abattit sur un mutant, enfonçant son crâne comme un fruit trop mûr, puis elle beugla. « Emportez l'orbe !» Mais l'ordre n'eut pas le temps de porter, car alors un homme rat se jeta sur elle dans un bond. Ses avant-bras, armés de sortes de spatules, aux tranchants aiguisés et noués sommairement à ses poignets par des lanières, frappèrent à la gorge d'Hildegarde, répandant son sang sur la pierre. Le rongeur évita la riposte d'Irina dans un sifflement bestial, mais fut cueilli par un coup de botte de Magdalena qui lui brisa une paire de côtes. Ce ne fut malheureusement pas suffisant pour sauver l'aspirante, qui succomba lorsqu'un monstre rachitique se laissa tomber du plafond pour la mordre à la gorge et lui arracher les chairs.
Conscient de la situation critique, Magdalena pesta une nouvelle fois, abandonnant sa subalterne au croc du mutant et remplaçant sa masse d'armes par le fragment géant de Malpierre. Cette action fut notée par Filch qui crissa entre ses dents. « Chose voleuse, la pierre magique est à Filch !» Sur ces mots, d'une incroyable subtilité, il se jeta à sa poursuite, pour une fois sans trop d'égard pour sa propre sécurité. Les ronflements sonores de Baragor n'étaient éclipsés que par ceux non moins bruyants d'Hilda. Le groupe dans son ensemble avait passé une relativement bonne soirée malgré l'ambiance morbide des lieux, en grande partie grâce à l'aide des bouteilles en libre service, faute d'un propriétaire vivant pour en réguler l'accès. Même Erhardt, pourtant prudent en général, avait cédé au relâchement et l'alcool aidant, aucun d'entre eux ne remarqua la présence qui venait de s'introduire dans les shops. Hilda, bavant comme un bébé, se réveilla du fait de l'ombre massive qui la surplomba, coupant la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres poussiéreuses. Elle grommela. « Erhardt, bouge de là !» Mais tandis qu'elle ouvrait les yeux, son visage devint pâle et elle comprit que celui qui la surplombait n'était pas son voisin de paillasse. Une gigantesque ancre en acier rouillé était positionnée de manière étonnamment calme au-dessus de sa gorge, la figeant sur place. La femme retint son souffle en observant le colosse dont l'arme improvisée s'avérait être une prothèse de bras, et elle mit un coup de pied à son camarade à ses côtés pour le réveiller. « Erhardt, réveille-toi, je crois qu'on a un problème. » Reggie, vous me trouvez quelque chose, vous me cassez ? Au moment où Erhardt ouvrait à son tour les yeux, constatant la situation, une petite silhouette sortit de derrière le comptoir en étudiant un petit coffre vide, puis se tourna vers eux. « Non, pas besoin, la signora n'a pas l'air d'être un zombie. » La conversation acheva de sortir du sommeil le reste de la troupe, Baragor se redressa en grognant, tandis que Maximilian se frottait les yeux de manière endormie. « Tiens, nous avons de la compagnie, je ne reconnais pas ces gentilshommes. » L'inconnu le plus petit jeta nonchalamment le coffret vide par-dessus son épaule avant de s'incliner avec emphase, déployant un chapeau richement décoré. « Ma foi, je suis Luigi, et Louis c'est mon petit frère, vous pouvez l'appeler Boom. » Boom très fort, mais vous pas zombie alors Boom gentil. Le géant de plus de 2 mètres et à la corpulence plus proche d'un ogre que d'un être humain se frappa la poitrine de sa main valide avec une fierté presque enfantine, et Hilda retint un sourire gêné tandis qu'elle repoussait sur le côté l'encre posée au-dessus de sa gorge, non sans un rire nerveux. « Ravi de l'apprendre. » Erhardt, imité par Baragor, se redressa pour faire face à ce Luigi et à son frangin colossal. Le duo asymétrique semblait apparemment d'origine tyléenne, à en juger par l'accent. Chacun, en plus d'Erhardt, affichait un regard méfiant et semblait prêt à en découdre. Cela ne manqua pas d'attirer un sourcil interrogateur au nouveau venu. « Vous semblez de mauvaise humeur, est-ce parce que nous vous avons réveillé de bonne heure ?»« Qu'est-ce que vous faites là et qu'est-ce que vous nous voulez ?»« Ma foi, pas grand-chose, vous n'avez pas l'air très riche, sinon nous faisions tout ce que fait tout le monde à Mordheim. » Son regard sembla soudainement attiré par quelque chose et il disparut encore une fois derrière le comptoir avant de se redresser dans un soulèvement de poussière, une pièce d'or à la main. « Si, voilà la première de la journée !» Boom sembla confus en regardant Hilda qui rejoignait ses camarades en s'éloignant de lui. « Boom pas comprendre, copain ?» « Je ne sais pas, vous copains ?»« Ça va dépendre si vous avez touché à mon tonneau. » Baragor avait saisi la poignée de son pistolet à poudre, mais Luigi ne sembla pas s'en offusquer. Certainement car il savait que le temps de dégainer puis de charger un projectile, Boom aurait largement le temps de rendre ce nain encore plus petit qu'il ne l'était déjà. « Je n'ai pas touché votre tonneau, et en parlant de boisson, j'éviterai de ripailler comme vous l'avez fait hier soir. Ce n'est pas l'endroit idéal pour des festivités, je suis d'ailleurs étonné que vous n'ayez atterri aucun boutin ou mort-vivant. » L'endroit nous paraissait sûr et on n'a pas vu âme qui vive. Si, mais rien n'est sûr à Mordheim quant au concept d'âme et de vie. Disons que la définition est assez floue ici. Je veux pas avoir peur, vous me cassez monstre, facile. Pour illustrer son propos, le géant fracassa une table d'un revers lourd de l'encre qui lui servait de prothèse.
Étonnamment, cela ne rassura aucunement l'assemblée devant lui. Luigi haussa des épaules comme pour s'excuser de l'excès de motivation de son petit frère. Eh bien, si c'est tout, nous allons vous laisser. Attendez, vous connaissez bien cette ville, non? On cherche la Malpierre. Et moi un bateau. Luigi leva à nouveau son sourcil comme surpris par la révélation. Et il tapota la pièce d'or contre sa paume, un bref sourire effleurant son visage avant de se retourner vers ses nouveaux interlocuteurs. Vous êtes plein d'entrain, mes amis, mais j'ai peur que l'entrain seul ne suffise pas à Mordheim. Il balança d'un geste souple la pièce en l'air et la rattrapa du bout des doigts. Hilda, guère convaincue par l'étalage de dextérité, croisa les bras en fronçant les sourcils. On cherche pas vraiment à s'installer non plus, juste à récupérer de quoi partir. Luigi inspecta les alentours de l'échoppe en ruine, comme s'il s'attendait à y voir surgir quelques mauvaises surprises. Mais il s'agissait clairement d'une posture pour poser une ambiance, et il quitta la pièce non sans laisser entendre au groupe de le suivre, puis une fois dehors, il continua. La Malpierre attire toujours les curieux, mais la ville ne l'entend pas ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le petit homme haussa à nouveau des épaules de manière décontractée, se tournant vers une surface de chair fusionnée au pavage de la rue. Elle est capricieuse. J'ai vu les ruelles changer en une nuit. J'ai vu des taches au sol se mettre à respirer. Y avez-vous l'obsession de certains pour cette pierre magique? Tout ça, ça peut rendre les gens, disons, irrationnels. Oumar. Hilda avait rétorqué avec la mâchoire serrée, tout en observant un énième cadavre dessiqué étendu au sol. Luigi ne répondit pas, mais hocha de la tête d'un air entendu. Boom, peu intéressé par la conversation, se contenta de faire tourner son encre d'un air distrait, rongeant un coin de sa lèvre inférieure comme un enfant impatient. Les roues ne sont jamais vides longtemps, et quand elles le sont, ce n'est jamais bon signe. On s'en est déjà rendu compte, l'endroit est assez explicite. Je doute que vous ayez compris. Je suppose que vous n'avez pas encore poussé trop loin. Les quartiers extérieurs sont calmes comparés au reste, mais les gens comme vous s'en tiennent rarement à la périphérie. Ils vont là où se trouve la Malpierre, au centre. Bon, je veux juste un bateau, alors vos histoires de caillasse, ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'est pas de chance, les docks sont aussi au centre de la ville. Un silence de mort s'installa. Hilda et Erhardt échangèrent un regard, tandis que Maximilian se rapprochait du morceau de chair au pied de Luigi. Il se pencha avec curiosité, mais fut interrompu par le Tiléen. Je n'y toucherai pas à votre place. Eh bien pourquoi? C'est fascinant. J'aimerais récolter cet échantillon de cette chimérisation carnolytique polymorphe à cause mutagène. Cousin, non, oubliez cette idée et regardez plutôt. Luigi attrapa un bout de pierre brisée sur le sol et en repoussant Maximilian à bonne distance, il lança la roche sur le tas de chair mutée. Il y eut un bruit de succion écœurant, suivi d'une projection de liquide et de gaz indéfinissable, comme si une plante au pollen volatile avait eu une réaction épidermique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'homme, à l'accent du sud, haussa simplement les épaules avec emphase. Ça dépend, c'est toujours différent. Parfois ça vous aveugle, juste pendant quelques minutes, et d'autres fois ça vous transforme en flaque de poux sur le sol. Je n'ai pas vraiment envie d'expérimenter, et vous non plus. Boum a vu le capitaine devenir comme ça, et puis comme ça. Le colosse mima quelque chose d'incompréhensible avec sa main valide, mais signifiant clairement un destin peu enviable. Erhardt soupira. Quoi qu'il en soit, on compte pas rester. On a juste besoin de trouver de la Malpierre, et Bargor a besoin d'un moyen de transport. Si vous comptez descendre plus près du centre, je peux peut-être vous aider. Pourquoi tu ferais ça? T'as pas l'air du genre à vouloir crever pour mes beaux yeux. Si, mais vous voyez, la périphérie est un peu pauvre. Les plus grosses richesses sont au centre, et même si vous mettez l'effort, il est trop dangereux d'y aller juste à deux. Je vous laisse ce qui brille en vert, et nous on prend ce qui brille en jaune. Luigi fit encore une fois jouer sa pièce d'or entre ses doigts, et Hilda pinça les lèvres, le cœur peu rassuré par ce marché avec des inconnus dans un endroit aussi dangereux. Boom, quant à lui, commençait à s'agiter, tournant la tête de gauche à droite, comme s'il avait repéré quelque chose. « Luigi, là-bas, bruit! Boum, allez !» Luigi se retourna vers son frangin, piqué par la curiosité. Quelque chose venait de résonner dans la rue, comme un claquement furieux et des cris étouffés. Boom s'était lancé dans la direction du bruit, immédiatement suivi par son frère, et à peine le duo s'était-il jeté vers le vacarme que le groupe d'Hilda emboîta le pas.
et ils émergèrent dans une ruelle partiellement effondrée, longée par des arcades brisées et des gravats, un air immobile, lourd, saturé d'une odeur de cendre et de viande passée. Baragor fronça le nez, les sens en alerte. Il ne fallait pas être un fin pisteur pour remarquer les débris épars et les coulées d'eau sombre qui descendaient d'un caniveau vermoulu, preuve de la dévastation ambiante. Soudain, sur le pavé souillé, une silhouette en robe à peine reconnaissable apparut, pressant contre elle un paquet épais enveloppé de tissu taché. Elle vacillait, le regard frénétique, comme si elle cherchait une échappatoire. Ils n'eurent cependant pas le temps de l'interpeller. Derrière elle bondissait une créature courbée, son museau effilé ouvert sur des creux humides de salive. Sa lame fusa comme un éclair, frappant la femme au visage, mais celle-ci s'esquiva d'un bond en arrière, sans même prêter attention à leur présence. Puis, dans le figement d'une scène étrange, chaque groupe se stoppa, réalisant leur présence les uns des autres. Hilda fut la première à sortir de la torpeur induite par la surprise, constatant la taille du rongeur humanoïde qui les observait à tour de rôle en hésitant quant à la réaction à adopter. Mais ce fut Baragor qui répondit à son interrogation silencieuse avec un crachat. « Tagoraki !» À ce nom, Filch siffla en se tournant vers le Daoui, comme si son attention diffuse était soudainement concentrée sur quelque chose de concret. « Chose d'abo, pas là, pas ici, non, non !» Avant même que le Skaven ou quoi que ce soit ne puisse réagir, Baragor dégaina son pistolet à poudre et, dans un geste expert, en chargea la bouche avant de faire feu dans un tonnerre de fumée. Sauvé par ses réflexes et son agilité, Filch bondit sur le côté comme un chat mouillé, et ce fut cet instant que choisit Magdalena pour tourner les talons et prendre la fuite. Cela provoqua immédiatement l'ire du rongeur. « Non, chose voleuse, elle nous a pris la pierre magique, rendez-la, Filch !» Le Skaven voulut reprendre la poursuite de la sœur de Sigmar, mais cette dernière avait déjà disparu au détour d'une ruelle en profitant de la confusion. Cette réalisation provoqua une terrible colère chez l'homme rat, qui l'exprima à grand renfort de couinements, de sifflements et de postillons. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Un homme bête. C'est bien pire qu'un Zargor, ces bestioles grouillent dans les souterrains des casas de Daoui, de la vermine à exterminer. « Non, non, meurtre tué, chose d'abo, idiot bête !» Hilda dégaina son arme en affichant un air soudainement confiant du fait de leur supériorité numérique et du comportement pour le moins ridicule de la chose. Elle posa sa hachette sur son épaule en roulant des mécaniques tout en bloquant la route au Skaven. « Eh ben mon petit, tu nous quittes déjà ?»« Laissez passer Filch, Filch que pointu !» Allez, on peut bien discuter un peu avant. Il m'a pas l'air bien menaçant votre rongeur là. » Le Daoui ne partagea pas l'assurance d'Hilda quand, rechargeant son pistolet, il observa autour de lui, dans les étages et les bâtisses en ruine et sur les toits décrépits. Erhardt comprit immédiatement la situation et dégaina sa flamberge. « Il semblerait que nous ayons plus de compagnie. Je vous ai dit que Mordheim était rarement calme. » Le commentaire de Luigi fut accompagné par un sourire en coin, tandis qu'il dégainait un sabre d'abordage, tout en escaladant avec agilité l'épaule de son gigantesque petit frère. Ce dernier ne manqua pas une seconde pour charger vers Filch en beuglant, au moment même où les autres Skaven profitaient de leur position surélevée pour arroser le groupe de projectiles en acier. L'un d'eux, en forme d'étoile grossière, manqua de peu Hilda qui se mit à couvert juste à temps, tandis qu'un autre se plantait dans l'épaule de Baragor sans même lui arracher un grognement. Il se contenta de riposter contre son agresseur d'une balle en pleine tête, puis cracha à l'attention de ses camarades. « Ne vous laissez pas impressionner, si vous montrez que vous êtes faible, ils deviendront encore plus agressifs. » Le nain évita un nouveau tir, cette fois-ci d'une arme à poudre rudimentaire, en se décalant derrière un amas de ruines proches. Pendant ce temps, Erhardt, tout comme Hilda, se ruèrent à travers les bâtiments cernant la rue, aussi bien pour éviter les tirs que pour en débusquer les hommes rats. Le premier contact fut à l'attention d'Hilda, qui ne se fit pas prier pour fendre le crâne de sa cible, tiré de sa position retranchée par la surprise. Le rongeur poussa un sifflement strident en réaction, rapidement remplacé par le gargouillis de son propre sang quand l'acier pénétra son crâne. Hilda arracha alors sa hache de Skaven dans un bruit poisseux, le souffle court. De l'autre côté de la rue, Erhardt flamberge en avant forçait une porte pour accéder à un autre homme rat. La créature, protégée par un muret effondré, couina d'agressivité tout en brandissant un petit poignard tordu au moment où la porte sautait de ses gonds. Elle tenta de se jeter sur Erhardt, qui pivota d'un pas leste pour sortir de l'embrasure de la porte et trancha son ennemi en deux au moment où celui-ci franchit le seuil. Enfin, sur le pavé central, Luigi et Boom, formant un duo étrangement complémentaire, bloquaient et esquivaient les projectiles que quelques rongeurs lâchaient sur eux depuis les toits.
Boom agitant son encre rouillée pour dévier les lames volantes dont les impacts résonnaient d'un écho métallique. Le Tyléen, campé sur l'épaule du géant, décochait pour sa part des estocades rapides au moindre museau trop aventureux qui jaillissait depuis les ruines ou qui n'avait pas déjà été écrasé par la ruade de Boom. Mais au moment où ils arrivèrent à portée de Filch, celui-ci, dans un mouvement rapide, lança quelque chose à leurs pieds. L'objet explosa à l'impact, projetant un épais nuage de fumée opaque et leur provoquant une quinte de toux ainsi qu'un aveuglement complet. Boom peut voir. Sors de là, mon grand! Le géant obéit à son passager sans se poser de questions et fendit la fumée en se protégeant le regard de son bras valide. Mais il se retrouva alors seul avec son frère à l'ancienne position du chef Skaven. Baragor, qui avait suivi l'action de loin, tout en agrémentant ses adversaires de tir, pesta en constatant la disparition de Filch. Paragrogné, où est passé ce sac à puce? Le nain, retranché derrière un amas de pierres, rechargea son pistolet à poudre, anticipant la réapparition probable de l'assassin Skaven. Sa barbe tremblait d'une colère mal contenue, preuve silencieuse de la haine viscérale que son peuple portait aux hommes rats. Néanmoins, il ne s'agissait pas là d'un comportement particulièrement exceptionnel, puisqu'en réalité, il n'existait que bien peu de races dans le vieux monde ne possédant pas l'ire des Khazalides, d'une manière ou d'une autre. À quelques mètres de là, Maximilian, qui jusque-là avait fait preuve d'une étonnante discrétion, se posta sous le couvert du nain et se fendit d'un commentaire en ajustant ses lunettes de soudure sur ses yeux. Cette étrange créature semble avoir pris une tangente de 73 degrés, quelque part par là. Elle est formidable, n'est-ce pas? Je n'en avais jamais vu. Baragor ignora le commentaire, concentré sur le champ de bataille. Le fouillis des décombres et d'arches effondrées formait un véritable labyrinthe, idéal pour que les Skaven soient en position de force. Mais la confusion semblait déjà tourner en leur défaveur. Entre la charge des Tyléens et Hilda et Erhardt faisant un nettoyage méthodique des lieux, la bande n'avait pas mis longtemps à saisir que l'embuscade n'avait pas vraiment entamé le rapport de force comme escompté. Et cette combativité inattendue de leur proie était parvenue à totalement désorganiser la masse vermineuse, dont les membres alternaient entre fuites désordonnées et contre-attaques paniquées, incapables de maintenir une cohésion dans la bataille. Cependant, à l'exception de l'un d'entre eux. Sans qu'il ne le voie venir, Baragor fut soudain assailli depuis un angle mort. Filch lui bondit sur le dos en bousculant Maximilian, puis son poignard mordit à plusieurs reprises dans la chair du Daoui qui poussa un cri, tant du fait de l'assaut que de la surprise. Il tenta de se débattre, mais le rongeur, dans une terrifiante agilité, parvint à se maintenir sur ses épaules dans une parodie grotesque de rodéo. Meurs, chose Nabo, oui! Un nouveau coup frappa, forçant Baragor à poser un genou à terre malgré sa puissante constitution. Le tout sous les commentaires stridents du Skaven, subtil mélange d'insultes et d'autocongratulations. Et dans sa frénésie, Filch ne perçut pas Maximilian qui se relevait à proximité tout en époussetant ses vêtements. Il enfila un épais gant de cuir en prenant son temps, puis sortit un petit objet mécanique de sa poche. Il s'approcha alors d'un pas nonchalant, tournant une manivelle sur l'objet, avant de tapoter l'épaule de l'assassin comme pour attirer son attention. Veuillez m'excuser. La scène de politesse improbable figea l'homme rat dans son assaut, tandis qu'il se tenait à quatre pattes sur le corps maintenant étendu de Baragor, la lame en sang levée dans l'attente du coup suivant. Il tourna son visage murin vers l'inventeur, avant que son regard ne porte sur l'objet étrange appuyé contre son flanc. La décharge électrique qui suivit fut si forte que le Skaven fut projeté contre le mur le plus proche en fracassant le bois et le torchis dans une explosion de débris et un couinement strident. Maximilian toussa en aspirant la fumée noire provenant de sa petite machine, mélange âcre de métal et de chair brûlée. Il fut rejoint par Boom et Luigi, puis par Erhardt et Hilda, qui venaient d'achever la dispersion des quelques rongeurs restants. Tous observèrent la scène sans véritablement comprendre ce qu'il s'était passé, mais Erhardt se rappela la réalité pour se ruer vers le corps immobile de Baragor au sol. Le nain pataugeait dans une flaque de son propre sang et de nombreuses blessures étaient visibles à travers son pourpoint déchiré. L'ancien soldat le retourna pour l'aider et Maximilian commenta. « Je comprends l'empressement à aider notre cher ami Khazalid, mais je crains que mon action salvatrice n'ait pas eu pour vocation d'être létale. » Hilda grogna à la remarque, puis, avec l'aide de Luigi et Boom, se fraya un passage dans le mur explosé pour aller terminer le travail. Mais à leur grande surprise, ils ne trouvèrent aucun corps de rat à l'endroit de l'impact. Un peu plus loin, la porte arrière de la maison se balançait lentement dans le vent, comme pour signifier de manière explicite la fuite du chef Skaven. « Il semblerait que notre invité poilu se soit carapaté. »
Hilda se précipita vers la porte sans grand espoir, mais comme attendu, aucun Skaven à l'horizon pour tâter de sa hache. Elle jura. Pour le moment, mais vu notre moule, ça m'étonnerait pas qu'on le revoie bientôt. La chose immense et mutée au-delà du grotesque balança l'un de ses tentacules crochus vers un zombie, le projetant sans effort contre un autre mort-vivant dans un éclatement de viande pourrie et d'os. Les deux carcasses brisées et inanimées retombèrent mollement sur les dalles suintantes d'humidité. Une odeur écœurante flottait dans l'air, mélange de corruption et de fluide qui n'aurait jamais dû voir la lumière du jour. L'abomination poussa un grondement sourd, puis se pencha, ses chairs pulsatiles frémissant d'une vie malsaine dans une posture d'attente tendue. Déjà, l'on pouvait voir une nouvelle vague de cadavres s'approchant pour remplacer ceux tombés avant eux. Non loin de là, sous l'arche fissurée d'un ancien balcon, un homme, si l'on pouvait l'appeler ainsi, observait la scène avec un intérêt morbide. Sa peau pâle était zébrée de veines noircies et de structures tégumentaires étranges, ses mains se terminaient par des griffes osseuses et son visage ne portait que vaguement les stigmates d'une quelconque humanité. Ou du moins, cela aurait été ce que quelqu'un aurait vu si l'ensemble de son corps n'était pas entièrement dissimulé sous un attirail de frusques et de colifichets excentriques. Un masque ouvragé couvrait son visage anonyme et d'immenses plumes parachevaient d'imposer une aura grandiloquente et grotesque. L'homme, ou la chose, demeura immobile, comme si elle savourait la démonstration de force de la bête au pied du bâtiment. Autour d'elle, quelques silhouettes vacillantes continuaient de s'accumuler autour de l'entrée de la bibliothèque, avec un entrain tempéré par la décomposition. Et tout du moins autant que la monstruosité et ses semblables leur en laissaient l'occasion. La chose masquée commenta un interlocuteur dissimulé dans les ombres de la pièce derrière elle. Tes créations sont amusantes, mon apprenti. Vos louanges m'honorent, mon maître. Je ne suis qu'un berger, guidant ses ouailles pour qu'elles suivent la voie du changement. Ta guidance semble pourtant insuffisante à contenir celle de la marquise Véronica. Veuillez m'excuser pour mon apparent manque de résultats, mon maître, mais ce n'est qu'une question de temps. Ces créatures mort-vivantes ne peuvent rien contre les pouvoirs du grand architecte. Il est vrai, mais le temps manque pour d'inconstantes prédictions. Aussi serait-il profitable que je me mêle aux festivités. La chose humanoïde déploya ses doigts graciles et griffus dans un mouvement d'une douceur improbable, et, sorti de nulle part, apparut dans une combustion inversée un grimoire qui se posa délicatement dans sa main à la page voulue. Une série d'incantations résonnèrent alors dans l'air, tandis que les vents de magie se pliaient à la volonté du sorcier. La situation déjà critique ajouta à l'effet dramatique lorsque le ciel se zébra d'un éclair, suivi par une pluie sombre qui recouvrit tout Mordheim. Le corps inerte de Baragor reçut les premières gouttes, tandis que sous l'impulsion d'Erhard, Boom le transportait à l'abri des intempéries dans les chocs qui leur servaient de pied-à-terre. Le soldat se hâta de retirer les vêtements du nain inconscient, malgré le fait qu'il ne pourrait certainement rien faire. Les entailles étaient profondes et grossières, plus proches de déchirures que de coupures nettes. Hilda apporta de l'alcool à défaut d'autre chose pour tenter de désinfecter les plaies. La brûlure s'empressa alors de réveiller le Dawi. Bokoronu bokandrangda, anugrone damaskrona. Ça y est, il délire, il va crever, c'est la fin. Ferme-la, Umgi, je suis pas encore cané. Le nain attrapa la bouteille d'alcool des mains d'Hilda et en vida le reste dans sa gorge avant de grogner de douleur. Son geste de colère, induit par la morsure cinglante de l'alcool sur ses plaies, avait prélevé son tribut sur son endurance. Il se relâcha instantanément, ses muscles dorsaux en lambeaux trop endommagés pour lui permettre de se lever, et son souffle rauque lourd et erratique. « Ne devrait pas bouger, cet homme bête à pas raté. » « M'après prend un gros baquet, donnez-moi le livre dans ma besace au lieu de papoter. » Hilda se baissa pour fouiller sommairement dans le sac du nain, puis en retira une sorte de grimoire épais dont une plume mécanique était fixée à son dos.
Elle l'observa avec curiosité avant de la porter à Baragor. Celui-ci poussa un grognement supplémentaire au moment où Erhardt s'attelait à poser des compresses sur ses blessures. Arrête de bouger, t'as perdu beaucoup de sang et ça continue de saigner. Je me demande bien comment tu fais pour être encore en vie. Un seul de ces coups et j'en serais déjà pour mon compte. Les Dawi sont solides, on n'est pas des Umgak. C'est marrant, plus il est dans le mal et moins on comprend ce qu'il raconte. Au fait, c'est quoi ce bouquin? C'est mon Damazokron, mon livre de rancune. C'est pour me souvenir de ceux qui me doivent quelque chose. Le groupe s'observa sans comprendre au moment où Baragor attrapait le livre pour y écrire quelques mots dans sa langue runique. Maximilian se pencha par-dessus lui pour tenter d'observer. « C'est fascinant, vous avez retenu le nom de cette étrange créature malgré la cohue ?» Baragor grogna un mot presque inaudible, ce qui parut être une insulte ou un signe d'exaspération pour une oreille inattentive, mais qui en réalité était une marque de respect, et étrangement un homonyme du mot barbe en kazalide. « Trom, tu sais lire le kazalide, t'es pas la moitié d'un con. » Certes, je parle couramment de nombreuses langues, dont la plupart des dialectes impériaux, et même le kétéien. J'ai effectivement quelques notions en kazalide et en azuriani. Enfin, je crois. Cela fait des siècles que je n'ai pas parlé avec un elfe ou un nain. À part vous. Mais nous parlons en Reichspiel, alors ça ne compte pas, si? On parle bien le Reichspiel, n'est-ce pas? Peut-être que sans m'en rendre compte, je parle le kazalide en fait depuis le début. Ce serait hilarant et incongru, n'est-ce pas? Hilda ignora la remarque inepte du savant fou pour se pencher à son tour sur le livre ouvert, bien que parfaitement incapable de traduire les runes qui étaient inscrites. Y a pas mon nom là-dedans, hein? Pas encore, Umgi, mais avise-toi de me verser encore une fois de l'agneau le dessus et j'y réfléchirai. Et donc vous avez écrit le nom de cet homme bête. J'imagine que vous n'attendez pas lui qui vous rembourse avec de l'or. Baragor pouffa en confirmation, puis continua. Ce n'est pas un Zargor, c'est un Tagoaki, un Skaven dans leur langue. Ça ne m'étonne pas que vous en ayez jamais vu, ces bestioles aiment bien se faire discrètes. Pas assez discrète à mon goût. J'ai pas retenu son nom, mais par contre je me souviens de ce qu'il a dit. Il a parlé de pierre magique. Exactement, comme quoi cette bonne sœur lui aurait volé sa pierre, ça devait être ce qu'elle avait sous le bras. Si c'est le cas, vu la taille, cette caillasse doit bien peser 10 ou 15 kilos. Cet Umgi est plutôt balèze pour courir en armure avec ça sous le bras. Je ne suis pas sûr, mais j'ai cru voir l'héraldique de l'ordre de Sigmar sur son plastron et son voile. Si, ce sont des sorts de Sigmar, c'est une congrégation militante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle prêche la bonne parole à coups de massou. Ce sont des fanatiques. J'ai entendu dire que Mabalogan Théogoniste Vilgrim III avait renié cet ordre parce qu'elles étaient trop violentes. Qu'est-ce qu'elle fout à Mordheim alors? Cet endroit pue le chaos à plein nez. Elles étaient déjà là avant, et leur cathédrale est le seul bâtiment du centre à avoir subi aucun dégât lorsque la comète est tombée. Ça les a confortés dans leur foi et leur méthode. En tout cas, elles sont indépendantes, tant mieux. Comme ça, on ne traitera pas d'hérétiques quand on leur piquera leur pierre magique. Erhardt se tourna vers Hilda avec un regard lourd d'accusation et de surprise. Celle-ci se dédouana d'un haussement d'épaule, comme si elle venait simplement de statuer sur une question triviale. On n'a pas le temps de fouiller et de récolter de la malpierre gramme par gramme. Notre meilleure option, c'est ce bloc de 10 kilos. Avec ça, on rembourse notre dette envers le baron, et même envers l'autre débile, là. Plaît-il? C'est trop dangereux. Pas plus que le reste de cette ville. Moins on restera longtemps, et mieux on se portera. Erhardt resta silencieux, pensif. Le reste du groupe, peu engagé dans leurs problématiques, se contenta de les observer débattre. À l'exception de Boom, que le bruit de la pluie sur les carreaux avait fini d'endormir comme un bébé. Alors, exaspéré par le silence lourd, Baragor se leva de la table où il était allongé, dans l'optique de rejoindre son tonneau et de se préparer à partir. Dans tous les cas, on va tous au centre, alors. Il ne termina pas sa phrase, à peine eut-il touché le sol que son corps s'écroula sous son poids. Il fut rattrapé in extremis par Erhardt, lui empêchant d'ajouter une blessure supplémentaire au total. Alors le nain grommela faiblement, son état ne lui permettant pas de mettre plus d'énergie dans sa mauvaise humeur. « Bouge pas, t'es trop faible pour voyager. » On ne dira pas d'Andawi qu'il est trop faible pour quoi que ce soit, laisse-moi passer, Umgi. Erhardt le relâcha et se recula. Il ne fallut qu'un seul pas au nain pour qu'il ne flanche à nouveau et ne doive se rattraper à la table pour ne pas tituber plus avant. Hilda se moqua de lui. Moi je dis ça va, même s'il tombe il est déjà près du sol. Luigi, qui jusque-là s'était bien gardé de commenter l'état de Baragor, se permit de réagir, non sans une pointe d'ironie. J'ai entendu dire que les nains adoraient creuser, mais je ne pensais pas qu'ils le faisaient aussi pour leur propre tombe.
Baragor pesta dans sa barbe, sans doute quelconque insulte en Casalide, puis parvint tant bien que mal à se stabiliser sur ses appuis pour faire face au groupe. Ce n'était là que bravade, évidemment, mais la fierté des Daoui n'était clairement pas à sous-estimer. J'ai juste besoin de me reposer un peu, vous pas la bande dû me fatiguer. Alors on va faire une pause, au moins jusqu'à demain. Hilda croisa les bras, posant un jugement silencieux envers son camarade d'infortune. Vu leur situation, il ne pouvait pas se permettre de perdre la moindre minute à ne rien faire. Si on veut pouvoir revenir à Aldorf dans les temps, on a au mieux 2 jours. Pas sûr que les passer ici à glander soit une bonne idée. Erhardt lui décocha un sourire en coin. Bah quoi, on a déjà trouvé quoi faire, non? 2 jours suffiront largement à piquer cette pierre aux bonnes sœurs. Hilda afficha ses dents dans un rictus complice, heureuse que finalement son acolyte soit sur la même longueur d'onde qu'elle. Erhardt avait toujours été la voix de la raison dans leur duo, et ce n'était pas souvent que ses idées s'accordaient avec les siennes. Elle se frotta les mains dans un mélange d'avarice et d'impatience. Bon, pendant que le Nabo se repose, je propose qu'on réfléchisse à un plan. La cathédrale de Sigmar était en effervescence depuis le retour de la chanoinesse. Elle avait apporté avec elle l'orbe du démon et elle l'avait fait seule. Aucun signe de la dizaine de sœurs qui l'avaient accompagnée dans cette mission et peu d'espoir qu'elle s'en soit échappée vivante. Pourtant, aucune de celles présentes dans la cathédrale ne s'en émeuvait. Mourir en martyr était un honneur et chacune ici présente ne pouvait rêver meilleure fin. Cependant, en attendant ce jour bienheureux où elles rendraient l'âme au service de Sigmar, elles avaient fort à faire de leur vivant. L'orbe du démon avait été scellé dans une pièce isolée, gardée par une paire de sœurs vétérantes, et Magdalena, sans même un instant de repos pour soigner son œil crevé, s'était mis à la tâche de préparer le rituel qui purifierait la pierre magique et tout Mordheim de la corruption. Mes sœurs, le jour de gloire est proche. Nous allons enfin confisquer leurs jouets aux dieux noirs. L'une des novices, peu au fait des subtilités du rituel à venir, interrogea sa supérieure. Ma sœur, qu'allons-nous faire? Magdalena afficha un sourire chaleureux, mais teinté d'une folie dévote, tandis qu'elle agrippait un martinet proche tout en dessapant le haut de sa tunique pour se révéler torse nu à ses sœurs. Nous allons prier 2 jours durant pour sanctifier cet autel, et alors, nous y placerons cette pierre démoniaque pour le dernier sacrement. La pluie avait cessé, remplacée par un brouillard épais et oppressant qui rampait à travers les rues de Mordheim comme le souffle d'une bête ancienne. Hilda et Erhardt avançaient prudemment, leur sens en alerte dans le silence étrange qui enveloppait la ville. Les bâtiments autour d'eux étaient déformés en des parodies grotesques de ce qu'ils avaient été autrefois. Les murs semblaient gonflés de croissance anormale, et les fenêtres fixaient le vide comme des yeux creux. Hilda murmura, ajustant sa prise sur sa hachette. Quel endroit charmant, on pourrait croire qu'on finit par s'y habituer. Je vois pas comment quelqu'un pourrait survivre ici, c'est pourri par le chaos. Baragor, peinant à avancer du fait de ses blessures, grogna dans sa barbe. C'était étrange de le voir marcher sans son tonneau, mais c'était aussi le souvenir désagréable de près d'1 heure de conversation houleuse pour le convaincre de laisser tomber sa bière. Un compromis avait finalement été trouvé quand, malgré ses réticences, il accepta que Boom se charge de porter le lourd baril à sa place, au moins le temps que sa santé s'améliore. Ils s'engagèrent dans une ruelle, le brouillard tourbillonnant autour de leurs pieds comme un esprit malveillant. Alors qu'ils avançaient, un grondement sourd résonna depuis les profondeurs de la ville. Les yeux d'Hilda scrutèrent l'obscurité avec méfiance. T'as entendu ça? Ça pourrait être n'importe quoi, reste calme. La voix d'Erhardt semblait tranquille, mais la tension dans ses mots trahissait son malaise. Le groupe avançait, chaque pas mesuré avec prudence. L'atmosphère oppressante de Mordheim semblait se refermer autour d'eux, faisant de chaque ombre une menace potentielle. Alors qu'ils s'enfonçaient dans le cœur de la ville maudite, les bâtiments devenaient de plus en plus déformés et surréels. Les murs semblaient fondre les uns dans les autres, formant des arches contre nature et des portails tordus. Des lueurs vacillantes et étranges dansaient sur les surfaces, projetant des silhouettes allongées qui bougeaient d'elles-mêmes. C'était comme si le tissu même de la réalité avait été déformé par une force ancienne et malveillante. Soudain, une silhouette traversa leur chemin en un éclair.
Hilda pivota sur elle-même, sa hachette prête à frapper, mais il n'y avait personne. Le brouillard semblait tout engloutir, ne laissant derrière lui qu'un sentiment troublant d'être observé. Restez vigilants, on n'est clairement pas seul. Malgré ses paroles pragmatiques, ses mains tremblaient sur son pommeau, comme elle l'avait fait presque sans s'arrêter depuis qu'ils étaient entrés dans le centre-ville. Le groupe s'avança, chaque pas un acte délibéré de courage contre le silence inquiétant. Le chemin devant eux était incertain, enveloppé d'une brume qui semblait palpiter d'une vie propre. Soudain, Luigi s'arrêta net, ses instincts affûtés détectant quelque chose d'anormal. Il fit signe au groupe de s'arrêter et pencha la tête sur le côté, comme s'il écoutait une mélodie lointaine. « Vous entendez ça? C'est faible, mais il y a quelque chose qui chante. » Hilda fronça les sourcils et tendit l'oreille, mais ne perçut que le silence oppressant du brouillard. Elle jeta un regard à Luigi qui continuait d'écouter avec attention. « J'entends rien, qu'est-ce que c'est? » Le Tiléen frissonna, soudainement mal à l'aise. « Je ne sais pas, ça semble nostalgique, mais ça me fait froid dans le dos. » Luigi, vous m'entendre, maman? Qu'est-ce que tu racontes, mon grand? Maman est morte depuis... Erhardt leva un sourcil sceptique vers Boom, mais quand son regard se porta à nouveau vers Luigi, l'espace d'un battement de paupières plus tard, celui-ci avait disparu. L'homme se tourna alors vers Baragor et Maximilian, sans les trouver. Mais ce ne fut que lorsqu'il constata la disparition d'Hilda, marchant pourtant à côté de lui un instant plus tôt, qu'il comprit que quelque chose n'allait pas. « Erhardt, Baragor, y a quelqu'un? » Hilda s'était figée, son arme fermement ancrée dans ses deux mains, dans une posture défensive tendue. Ses yeux bleus paniqués scrutaient le brouillard, pourtant pas assez épais pour occulter entièrement la vue. Ce n'était pas juste un problème de visibilité, le groupe avait simplement disparu. La jeune femme avança de quelques pas, mais sa marche se stoppa net quand elle perçut une silhouette masculine lui tournant le dos dans le brouillard. Maximilian se retourna, confus, tout du moins plus que ce qu'il laissait habituellement percevoir. Il s'était retrouvé seul l'espace d'un instant, mais il ne lui avait pas fallu longtemps pour percevoir une présence derrière lui. Cette dernière était floue, brouillée par la brume, mais elle s'avança vers lui comme en miroir de sa propre démarche mal assurée. Il frotta alors ses lunettes, cherchant à chasser son incrédulité, en même temps que l'humidité qui s'accumulait sur ses verres. Baragor était là, seul face à son tonneau, posé au milieu de la route, comme s'il avait toujours été là. Il n'avait pas vu Boom déposer le baril, non plus qu'il n'eût vu disparaître ses camarades Ungi. Il plissa les yeux, les alentours ne semblaient pas avoir changé. Toujours les mêmes bâtisses Ungi de mauvaise facture, corrompus par la gangrène rampante du Tsar. Ce n'était pas quelque chose qui arriverait dans un Khazad d'Aoui, oh ça non. Quand les gens de son peuple construisaient quelque chose, c'était du solide, à l'image des Khazali d'eux-mêmes. « Erhardt, c'est toi? Où sont les autres? » Hilda s'était rapprochée à demi-pas de la silhouette indéfinie dans le brouillard, mais elle fut prise d'un hoquet lorsque l'homme se retourna. Son regard se posa sur elle, à la fois méprisant et possessif. « Tu es là, ça tombe bien, celle-là ne marche plus. » Hilda recula, terrifiée, encore plus que lorsqu'elle avait affronté les hommes bêtes, même plus que dans ses marées face aux horreurs Fimir. L'homme se tourna complètement, révélant le corps inerte d'une femme aux vêtements déchirés et roués de coups. Il la maintenait à genoux par les cheveux, dans une posture de domination équivoque. Encore un pas en arrière, et Hilda se sentit dépossédée de son corps, comme réduite et faible. Ses yeux fixaient l'homme en contre-plongée, alors qu'il y a un instant, elle faisait la même taille que lui, ou presque. L'homme relâcha sa victime, dont le visage tuméfié rappelait d'une certaine manière le sien, vieilli par le temps et les outrages. Le corps tomba avec un son mat et brutal sur la pierre froide de Mordheim. Hilda était dans le corps d'un enfant, son arme trop lourde pour elle, incapable de se défendre. « Papa !» L'homme esquissa un sourire, prédateur et fou. « Hilda, regarde comme maman est fatiguée. Elle ne peut pas m'aider à me sentir bien, mais tu vas la remplacer, n'est-ce pas? Tu es une gentille fille. »
Erhardt s'était soudainement senti rassuré en voyant réapparaître Hilda dans la brume, sa poigne sur son arme se relâchant légèrement, atténuant même ses tremblements. Erhardt, t'es là? Je t'avais perdu. Où sont les autres? Je sais pas, où est-ce que t'étais passé? Hilda se rapprocha et, sans comprendre pourquoi, Erhardt ressentit un malaise lui tiraille les tripes. La démarche de son ami et camarade d'infortune était étrange, plus lente et mesurée qu'à l'accoutumée, presque languide. Il secoua la tête légèrement, comme s'il avait soudain ressenti les effets euphorisants de l'alcool et qu'il tentait de s'en débarrasser. Erhardt, je me pose une question. C'est pas le moment, Hilda, on doit retrouver les autres. Comment tu me trouves? Erhardt, qui jusque-là scrutait les environs dans l'espoir de trouver trace de leur compagnon, se figea, comme frappé par un sortilège de pétrification. La voix d'Hilda était dénuée de l'habituel ton sarcastique et nasillard qui la caractérisait. Sa question était suave et particulièrement hors de propos dans cette situation. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu te fous de ma gueule ?» Non, Erhardt, j'ai jamais été aussi sérieuse. Je veux savoir si tu me vois comme une femme. La situation, déjà improbable, grimpa dans l'étrangeté quand Hilda commença à défaire ses vêtements de cuir et de fourrure pour se révéler lentement à Erhardt dans son plus simple appareil. Plus malaisant encore, si cela était possible, elle continuait de se rapprocher, et cette fois-ci, il recula. Ça fait des années qu'on traîne ensemble et t'as jamais rien tenté. Pourquoi? Je suis pas à ton goût? Comme pour accentuer son propos, Hilda soupesa l'un de ses seins, l'étudiant comme on étudie un article au marché. Elle retourna alors son regard vers Erhardt, légèrement espiègle, voire même d'une certaine manière tentateur. La femme dénudée continua de s'approcher lentement, mais surtout langoureusement. « Hilda, t'es devenue folle ou quoi? Rhabille-toi pour l'amour de Chalia !» C'est rare que tu jures par les dieux. Est-ce que tu serais mal à l'aise? La distance était réduite et Erhardt se retrouvait maintenant dos au mur, littéralement. Hilda, comme manipulée par un esprit de la luxure, se colla alors à lui dans une scène à l'érotisme déplacé et tordu, au milieu des rues cauchemardesques de Mordheim. Erhardt, le dos plaqué contre le mur de pierre froid, fixait avec incrédulité la silhouette devant lui. Le visage d'Hilda était déformé par une expression de désir qu'il ne lui avait jamais vue auparavant, ses yeux brûlaient d'une intensité à la fois terrifiante et répugnante. Il tenta de la repousser, mais ses mains refusèrent d'obéir, glissant au contraire sur sa peau nue, comme mue par une volonté propre. « Hilda, arrête ça, qu'est-ce qui te prend ?» Sa voix se brisa sous l'effet d'un mélange de peur et de dégoût. Hilda ne fit que rire, un son glacial qui résonna dans les rues embrumées de Mordheim. Elle se pressa davantage contre lui, son corps nu se modelant contre le sien, alors qu'elle murmurait à son oreille. Tu ne me désires pas, Erhardt? Je croyais que tu tenais à moi. Erhardt frissonna, la nausée lui montant à la gorge. La femme devant lui n'était qu'une parodie déformée de sa camarade, une grotesque caricature de désir. Hilda se retrouvait dans une ruelle qu'elle ne connaissait pas, entourée de bâtiments mêlant pierre et ce qui semblait être de la chair palpitante. Mais ce n'était pourtant pas la chose la plus terrifiante pour elle en ce moment même. Elle serra plus fort sa hachette, son poids froid étant la seule chose lui offrant un semblant de normalité dans ce paysage distordu. « Papa !» Sa voix résonna dans la rue vide, faisant onduler et frémir les structures grotesques comme si elles étaient vivantes et qu'elles réagissaient au son. La silhouette émergea un peu plus des ombres et son souffle accéléra lorsqu'elle distingua son visage plus nettement. C'était bien son père, les mêmes traits cruels gravés sur sa peau, le même éclat de convoitise prédatrice dans ses yeux, celui-là même qui avait hanté les cauchemars de son enfance. « Hilda, ma petite fille... » Sa voix s'infiltra sur sa peau comme des serpents se tordant sous le soleil. Elle recula d'un pas, involontaire, ses doigts se crispant sur le manche de sa hachette jusqu'à la douleur. « Non, c'est pas réel, tu es mort !»« Cela était très difficile, sans toi, mon lit était si froid. » Il s'avança encore, et le corps juvénile d'Hilda fut pris de spasmes d'horreur, tandis que des larmes s'extirpaient de ses yeux.
La femme enfant recula d'un pas de plus, son cœur battant dans ses oreilles comme le martèlement implacable d'un forgeron sur son enclume. Chaque respiration lui coûtait davantage, alors que la peur oppressante resserrait son étreinte glaciale autour de sa gorge. Elle tenta de se libérer de la voix rocailleuse de son père, mais se retrouva piégée dans un brouillard de souvenirs distordus et de terreur. « Reste tranquille, ma chérie, ce sera juste comme d'habitude. » Le ton de l'homme était empreint d'une tendresse tordue, réduisant encore la distance jusqu'à ce que son souffle immonde effleure sa peau. Sa main se tendit pour enlacer ses cheveux, ses doigts s'enfonçant tortueusement dans la masse blonde. Elle devait penser, elle devait agir, les instincts forgés par des années de survie hurlaient en elle. Elle devait frapper avant qu'il ne soit trop tard. L'esprit d'Erhardt tournait à toute vitesse alors qu'il tentait de comprendre la scène surréaliste qui se déroulait devant lui. La Hilda qui lui faisait face n'était pas la vagabonde audacieuse et impulsive qu'il connaissait depuis des années. Cette version pervertie d'elle-même était une abomination, une vision cauchemardesque dégoulinant d'un désir malsain qui lui soulevait le cœur. « Hilda, je t'en prie, reprends tes esprits !» Il suppliait de manière désespérée, essayant de garder sa voix stable malgré la peur qui lui rongeait les entrailles. Ses mains lui semblaient toujours aussi lourdes, comme si une force invisible cherchait à le contraindre, à le pousser à la toucher, à céder à cette illusion tentatrice. Et elle ne répondit pas à ses suppliques. Au lieu de cela, elle se pencha encore plus près, son souffle brûlant caressant son oreille. Pourquoi tu résistes, Erhardt? Tu veux pas te sentir bien? Oublier tous tes soucis? Il secoua violemment la tête, luttant pour se libérer de l'emprise qui semblait l'enchaîner. Soudain, par-dessus l'épaule de son ami envoûté, Erhardt aperçut la silhouette massive de Boom, qui semblait perdu et confus, appelant son frère dans le brouillard. « Jay, Boom a encore cassé maman !» La complainte, à la fois enfantine et terrifiante, tira son regard vers la main du colosse, qui traînait derrière lui le corps brisé d'une femme par la jambe, tel un jouet cassé. Quand la vision d'Erhardt parvint à se focaliser sur l'étrangeté de la scène, il constata avec effroi que la chose que traînait Boom n'était pas une femme, mais une créature anthropomorphe à la peau pâle et aux dérangeantes caractéristiques mêlant à la fois des attributs masculins et féminins. Sa vue se porta sur les mains du monstre, gigantesque pince de chitine, au moment où il sentit sa chair être déchirée et une langue serpentine lui caresser le visage de manière obscène. La détermination d'Hilda se raffermit, alimentée par une force brute née d'une vie entière de douleur et d'adversité, et poussée par sa volonté de surmonter le fantôme qui lui faisait face. Les souvenirs de son enfance détruite n'étaient plus qu'un combustible, attisant une rage farouche en elle, tandis qu'elle fixait l'apparition de son père. « Tu es mort, je t'ai tué !» Elle cracha ces mots avec une certitude venimeuse, chaque once de douleur transmutée en une déclaration tranchante. « Et même si t'étais encore en vie, jamais je te laisserai me briser encore une fois !» D'un geste empreint d'une fureur désespérée, elle abattit sa hachette de toute la force qu'elle pouvait rassembler. L'arme trancha net à travers l'illusion, brisant l'apparition de son père en une pluie d'éclats éthérés, dont l'écho se répercuta dans les rues cauchemardesques de Mordheim. Un cri strident s'ajouta au son de Brie, un cri surnaturel et horrible. Le corps de son père tomba à genoux, la mâchoire fendue en deux et pendante. Sa peau laiteuse, parcourue par des vénules pourpres, sa poitrine asymétrique, ses cheveux gras, autant de tentacules aux formes obscènes d'apadis masculins, en provenance de différentes espèces connues et inconnues. Hilda écarquilla les yeux quand les pinces préhensiles de son père se mirent à claquer, et qu'il se jeta sur elle, avec une volonté claire de l'éventrer. Son esquive ne fut que partielle, et le crochet osseux déchira ses vêtements et sa chair avec une même facilité au niveau de son abdomen. Mais la douleur n'était rien comparée à la colère qu'elle ressentait suite à cette expérience et la réminiscence de souvenirs qu'elle avait enfouis profondément en elle dans l'espoir de ne plus jamais les revivre. Elle frappa, puis répéta le mouvement, encore et encore, jusqu'à ce que le métal de sa hache ne frappe le sol au travers de la bouillie d'icor et de viande malade qui était devenue le crâne du monstre. Plutôt que de se sentir soulagée par la conclusion sanglante, Hilda tomba à genoux, lâchant son arme souillée et fondant en larmes, son corps parcouru de hoquets nerveux et de spasmes. Même l'écho d'un coup de feu proche ne suffit pas à la sortir de cet état de trauma profond et de brisure mentale.
Et ce ne fut que lorsque la main calleuse de Baragor se posa sur son épaule qu'elle parvint à retrouver un semblant de perception de son environnement direct. Eh Umogi, on dirait que t'as gagné aussi, mais t'as éliminé à avoir acheté un caillou. Elle observa le nain, dont le bras gauche était barré d'un filet de sang épais. À ses côtés se trouvait Maximilian, pour sa part totalement indemne. Elle trembla, cherchant à répondre, mais sa voix s'étrangla dans sa gorge quand sa vue se posa sur le cadavre inerte du monstre qui lentement commençait à se décomposer, comme consumé par un feu intérieur. Erhardt cracha du sang dans un grognement de douleur. Le liquide écarlate vint s'ajouter à la flaque déjà importante qui teintait le sol à ses pieds, et il eut une saccade, un mouvement sec de l'épaule. Cela provoqua un crissement chez le monstre horrible qui lui faisait face, et la chose retira sa langue de son visage avant de le fixer avec un mélange de haine et de colère. Un nouveau coup de rein acheva de repousser son assaillant, dont l'abdomen était transpercé de part en part par la lame de sa flamberge. La créature émit un dernier sifflement bestial, avant de disparaître lentement dans l'éclat de cendres et de braise d'un feu en fin de vie. Erhardt se laissa alors choir contre le mur où il s'était appuyé, le flanc de son aine déchiré et ouvert sur une blessure profonde, mais fort heureusement non mortelle. La vue de Boom et du monstre était parvenue, au dernier moment, à le sortir de son état de confusion, et ses instincts de combattant avaient repris le dessus, lui permettant d'éviter un coup mortel et de riposter. Uji secoua la tête, perdu. Il s'était retrouvé l'espace d'un instant face à sa mère, mais celle-ci avait soudainement disparu, et il observait autour de lui, constatant la scène étrange. Son petit frère traînait derrière lui un monstre affreux et dérangeant, qui semblait en train de se désagréger. Même chose pour les deux impériaux, le nain et cet étrange bonhomme. Et que s'est-il passé ? La voix du Tiléen attira l'attention de Boom qui se tourna vers lui. Il put alors voir la large entaille qui balafrait le torse de son géant de frère. « Eh Luigi, Boom a trouvé maman, mais maman a fait bobo à Boom alors, Boom cassé. » Luigi secoua la tête comme pour retrouver ses esprits et Maximilian enchaîna de sa propre expérience. C'était particulièrement étrange, je me suis retrouvé face à une version identiquement similaire à ma propre personne, c'était fascinant, elle imitait le moindre de mes mouvements, alors j'ai tenté quelques expériences, mais j'ai disparu, enfin, l'autre moi a disparu, mais peut-être que c'était le vrai moi et que... L'homme repositionna son chapeau, écoutant la diatribe de l'inventeur fou avant de se tourner vers Hilda et Baragor. Les deux furent rejoints par Erhardt, apparemment blessé, et dont la main s'appuyait sur la plaie de son flanc pour en réduire l'écoulement. Le nain fut alors celui qui apporta un éclaircissement à la situation. « C'était des Aralugurs, des démons de Slanesh en Reichspiel. On était pris dans une illusion. » Erhardt observa le Daoui et son ami à genoux à ses côtés, rassuré de voir que tout le monde semblait s'en être sorti indemne, ou presque. Mais alors il ressentit une terrible honte au souvenir de ce qu'il avait vu et de son incapacité à résister à l'influence du démon jusqu'à ce qu'un élément extérieur ne vienne lui rendre ses esprits. Comme pour chercher une excuse à sa propre faiblesse, il s'enquit auprès du nain qui semblait blessé tout comme lui. « Comment vous en êtes sorti ?» Les Daoui sont naturellement résistants à la magie, alors j'ai tout de suite compris que j'étais dans une fadaiserie, et pour m'enterrer, je m'en suis tiré une. Il releva sa manche pour montrer la blessure par balle superficielle qu'il s'était lui-même infligée pour sortir du piège mental. Puis il tapa sur l'épaule d'Hilda de manière amicale avant de la congratuler. « Mais ta donzelle mérite plus des applaudissements, peu cher. Elle a désangué les Aralgouses toute seule, alors que d'habitude les Umgals ils valent pas un peu de lapin face à ce genre de diablerie. Erhardt fixa sa camarade, toujours à genoux et le regard dans le vide. Elle avait pleuré, c'était évident, et malgré l'absence de blessures graves et son apparente victoire, elle semblait en état de choc. Un état de fait qui produisait un contraste étrange avec les flagorneries inhabituelles de Baragor. Hilda finit alors par se relever, lentement, avant de suyer presque mécaniquement l'icor qui souillait sa hache. Il voulut l'interpeller, mais elle lui tourna le dos, s'éloignant en silence et reprenant la route sans même un mot sur ce qui était arrivé. La lame fine de Véronica sortit à un pointeau du crâne de la dernière créature cornue, dont la peau rouge irradiée de chaleur et d'une odeur de sang qu'étrangement elle ne trouvait pas appétissante.
À ses côtés, le corps démembré de Morbag gisait sur le sol de marbre, maintenant teinté d'écarlate. La marquise vampire soupira avant de rengainer son fleuret et de produire un geste du poignet. Le mouvement tordit les vents de magie qui s'accumulèrent tels des fils entre les membres équarris de son assistant avant de les réassembler et de lui insuffler un regain de vitalité morbide. Le nécromancien se releva, passablement surpris, puis se tourna vers sa maîtresse. Dame Véronica, vous avez mes plus chaleureux remerciements pour m'avoir sorti de cette fâcheuse et passablement honteuse posture. Je m'excuse pour mon manque flagrant de... La voix de Morbag fut coupée lorsque sa gorge se resserra et que les os de sa nuque craquèrent sous une pression invisible. La seigneur vampire passa à ses côtés, semblant n'afficher aucune preuve qu'elle soit la cause de cet étranglement, bien que son implication soit évidente. Elle repoussa du pied le cadavre de la créature qu'elle venait de tuer et qui commençait à se dissoudre dans l'air. Voilà qui est extrêmement ennuyeux. On dirait que ce fichtre de bibliothécaire sait faire plus que se cloîtrer avec ses livres. Morbag sentit la pression sur ses cordes vocales se relâcher et il osa une réponse. Que prévoyez-vous de faire, ô puissante maîtresse? N'est-ce pas évident? Il est temps que je m'implique personnellement, à l'instar de notre cher suppôt des dieux noirs. Le cri sifflant de Filch résonna dans les souterrains, tandis qu'il tentait tant bien que mal de soigner ses brûlures. La moitié droite de son corps n'était plus qu'une chair à vif, boursouflée de cloques et de lésions, vestige cuisant de l'électrisation qu'il avait subie. La douleur, déjà insupportable, n'était en rien atténuée par les onguents rudimentaires d'Escaven, ni par l'hygiène douteuse propre à son espèce. Il fut interrompu dans sa tanière par un groupe d'hommes rats au regard revanchard et au croc découvert dans une grimace belliqueuse. L'assassin comprit immédiatement la raison de leur venue, avant même que l'un des leurs ne prenne la parole d'un ton aigre et hargneux. Filch encore perdu, pas de pierre magique pour Skaven, seulement mort blessure, Filch mauvais chef. Filch meilleur chef assassin, Skaven doivent respecter Filch. Un concert de sifflements et de crissements accueillit ces paroles. Les hommes rats dégainèrent leurs armes de fortune et se dispersèrent, encerclant leur cible avec une prudence fébrile. Filch, les crocs découverts, pesta en bondissant en arrière, le peu de poils qui lui restait se hérissant sur sa peau meurtrie. Idiot stupide, pas capable de meurtre, tuer Filch, vous mourir mort, maintenant, tout de suite, oui, oui. Non, non, Filch faible blessé, qui crie oreille percée, meilleur chef pour Skaven. Le plus massif de la bande, une brute musculeuse armée d'un bâton clouté, brandit son arme au-dessus de sa tête et abattit un coup violent en direction de Filch. Mais l'assassin, toujours alerte malgré ses blessures, esquiva d'un mouvement fluide et roula sur le côté. Dans le même élan, il dégaina sa lame crantée et trancha la gorge de son assaillant dans un sifflement d'acier. L'énorme Skaven s'écroula dans une mare de sang, agitant encore ses pattes dans un spasme pathétique avant de s'immobiliser. Les autres reculèrent d'un pas, hésitant, et Filch ricana en léchant le sang poisseux sur sa lame. Oh, idiot stupide, mais pas grave. Filch intelligent, rusé, Filch chef assassin, et pas vous. Il siffla à nouveau, une menace claire dans son ton, envoyant un nuage de postillons sur ses sbires. Ceux-ci se tassèrent contre les parois de la tanière, la queue entre les jambes et les oreilles plaquées en arrière, mais l'un d'eux, moins lâche ou plus courageux, osa prendre la parole. Comment voulez prendre pierre magique aux choses femelles? Chose femelle trop forte pour Skaven, grande tanière forteresse pas prenable, non, non. Un sourire étira les babines de Filch, aussi sinistre qu'un rectus pouvait l'être sur un museau murin. Avec la rapidité fébrile propre à son espèce, il se détourna et s'enfonça plus loin dans la tanière, derrière un rideau de tissu crasseux. Il lança alors avec un mélange de fierté et de jubilation. Filch a un plan. Filch a reçu plein beaucoup cadeaux de Scarogne. Vous voir apprendre. D'un geste théâtral, il tira sur le voile, révélant une pile hétéroclite de caisses emplies d'engins aux formes chaotiques et incompréhensibles. Mais plus que les armes, c'était l'imposante cage trônant au centre du fatras qui captura l'attention des hommes rats. Une
créature immonde, qui avait sans doute été un Skaven autrefois, agrippa les barreaux de ses mains gigantesques et secoua sa prison dans un grognement bestial, perturbée qu'elle était par la lumière soudaine. Le monstre, une aberration de près de 3 mètres, affichait une musculature hypertrophiée, une peau couturée de sutures grossières et de cicatrices boursouflées, témoins d'expérimentations innommables. Sa tête, minuscule, perchée sur cette masse de chair disproportionnée, était distordue par des tics nerveux, et ses yeux, asymétriques, clignaient frénétiquement, tandis qu'il fixait l'assemblée d'un regard avide de violence. « Quelque pas bouger! Filch donnait ordre !» À ces mots, l'énorme créature s'immobilisa instantanément, un filet de bave s'écoulant de sa mâchoire prognate et ses yeux soudainement plongés dans un vide abyssal. Le silence abattit sur la tanière, rompu uniquement par les murmures incrédules des Skaven, oscillant entre stupeur et crainte. Filch, savourant leur réaction, se redressa de toute sa hauteur et siffla d'un ton tranchant. Silence! Maintenant vous savoir voir que Filch est important et connu. Même le clan Mulder et le clan Scree respectent Filch. Et pas seulement parce que Filch a donné plein à beaucoup de pierres magiques, non, non. Son ricanement grinçant résonna dans l'obscurité, tandis que ses sbires baissaient la tête, vaincus dans une posture de soumission instinctive. La marche du groupe était ponctuée par un silence oppressant que Luigi tenta de briser en commentant les lieux d'un ton mesuré. Je suggère que nous restions prudents. L'endroit paraît calme, mais nous sommes proches du pont du milieu. C'est un point stratégique, l'un des seuls passages vers les quartiers est de Mordheim. Il n'attendait pas vraiment de réponse, mais Baragor, qui avait repris son tonneau malgré ses blessures, prouvant s'il en était besoin la résilience des nains, lui adressa un regard soupçonneux en ajustant sa prise sur sa précieuse cargaison. Tu me parais bien renseigné, Umagi. Comment ça se fait que tu connaisses bien ce 3 merdes? Luigi hésita, haussant des épaules, puis poussa un soupir avant de répondre, sa voix chantante trahissant comme toujours ses origines du Sud. Ouais, nous faisons partie d'une compagnie de mercenaires dirigée par le capitaine Francesco di Siena, et disons que je suis habitué à me promener dans les environs. Hilda, qui depuis la mésaventure avec les démons s'était montrée plus silencieuse et renfermée qu'à l'accoutumée, releva brusquement la tête. Son regard, jusqu'alors absent, s'alluma d'une lueur de suspicion. Les mercenaires, qu'est-ce que vous faites ici? Y a pas de guerre dans le coin. Luigi esquissa un sourire en coin. Je vous l'ai déjà dit, on cherche ce que tout le monde cherche à Mordheim, ou presque, la fortune. L'endroit est relativement dangereux, vous l'avez constaté, pas moins qu'une bataille d'ailleurs, alors nous vendons nos services à ceux qui veulent explorer la cité des damnés, comme vous. Ce n'est pas si différent de se vendre à un seigneur de guerre pour une campagne militaire. Hilda croisa les bras, peu convaincue, et rétorqua. Sauf qu'on vous a pas payé. Si, c'est vrai, mais vous me permettez d'accéder à un quartier plus dangereux et que nous n'avons pas encore pu payer. Ne le prenez pas mal, mais avec 3 personnes de plus dans le groupe, cela augmente les chances que ce soit vous qui tombiez plutôt que moi, et donc mes chances de revenir au camp avec des richesses faciles. Un silence pesant s'installa, puis, sans prévenir, Erhardt, qui marchait en retrait, vacilla soudainement et s'écroula face contre terre. Erhardt! Hilda se précipita immédiatement vers lui, la suspicion disparaissant de son regard pour laisser place à une inquiétude brutale. Elle s'agenouilla à ses côtés et le retourna sur le dos, son visage marqué par une expression qu'elle ne lui connaissait que rarement, la douleur. Le soldat était livide, ses lèvres tremblantes alors qu'un filet de sueur froide perlait sur son front. Il serrait les dents, ses muscles tendus, comme s'il se battait contre une menace invisible. Bordel, qu'est-ce qui lui arrive? Elle l'observa, scrutant la poitrine d'Erhardt qui se soulevait de manière irrégulière. C'est alors qu'elle vit la tache de sang sombre s'étalant sous sa tunique, juste sous ses côtes. Merde, il est blessé! Hilda écarquilla les yeux, puis arracha sans ménagement les sangles du pourpoint d'Erhardt, dévoilant la plaie. La chair était déchirée par une lacération nette, laissée par les pinces effilées de la démonette. Une blessure propre mais trop profonde et qui ne s'était pas refermée correctement, faute de soins immédiats. La jeune femme pesta, sa voix plus paniquée qu'elle ne l'aurait voulu. Et puis c'est le sang depuis combien de temps sans rien dire? Baragor, qui s'était approché dès le début de l'agitation, jeta un regard circonspect à la plaie, puis il renifla bruyamment avant de lâcher d'un ton bourru. Trop longtemps si j'en juge par la taille de cette entaille.
Il fouilla dans sa sacoche et en tira une flasque de métal ouvragé qu'il déboucha avec les dents avant d'en verser le contenu sur la plaie. Erhardt tressaillit violemment sous l'effet de l'alcool, sa main agrippant l'avant-bras d'Hilda dans un spasme de douleur, mais il n'émit pas un seul son. Qu'est-ce que tu fous, t'es malade? La même chose que tu m'as fait, tu te rappelles? Je t'avais engueulé, mais c'était pas une mauvaise idée, au moins ça empêchera la blessure de pourrir. Hilda, que la panique avait empêché de penser correctement, tenta de se calmer, se rendant compte que sa réaction défensive était stupide et que Baragor tentait simplement d'aider leurs camarades. Maximilian, qui pour sa part n'avait pas moufté, choisit ce moment pour parler. « Si j'en crois la position du soleil, la nuit est sur le point de tomber. Nous devrions porter notre cher ami à l'intérieur d'une de ces bâtisses. Je pourrais alors m'occuper de lui. » La confusion teinta le visage du groupe face à la réplique pertinente et concise du savant fou, comme si quelqu'un d'autre avait soudainement pris sa place pour parler. Comment tu pourrais t'occuper de lui? Eh bien, je suis médecin, entre autres choses, et je suis plutôt doué. C'est principalement ce qui m'a permis de m'intégrer à Kemperbad, malgré mes différences avec la population locale. Ça me paraît cohérent, sinon je vois pas comment ce fada aurait pu vous obtenir à laisser passer aussi facilement. Et de toute façon, on n'a rien à perdre, je vois pas pourquoi il mentirait. Hilda hésita, sondant Maximilian du regard, comme si elle s'attendait à ce qu'il éclate de rire et avoue une plaisanterie douteuse. Mais l'homme excentrique se contenta de les observer avec une expression qui, pour une fois, ne relevait pas d'un délire incompréhensible, mais d'un sérieux palpable, voire malaisant venant de lui. T'es en train de me dire que t'es médecin et tu l'annonces que maintenant? Vous ne me l'avez jamais demandé, et j'ignorais comme vous que notre ami était si gravement blessé. Hilda serra les dents, elle détestait l'admettre, mais il n'avait pas tort. Erhardt avait merdé en dissimulant son état, et eux, ils n'avaient rien vu. Bon, soit, trouvons un abri. Luigi hocha de la tête et se tourna vers les ruines environnantes. Mordheim n'offrait rien de sûr, mais certaines bâtisses tenaient encore debout, du moins assez pour une nuit. Et il dirigea le groupe en désignant un ancien bâtiment dont le toit s'était en partie effondré, mais dont l'intérieur semblait encore praticable. Boom fracassa sans effort la porte du bâtiment, puis Hilda et Baragor hissèrent Erhardt sur leurs épaules et le portèrent tant bien que mal vers l'entrée, évitant les débris et les pavés disjoints. L'intérieur était sombre et froid, mais au moins il serait à l'abri du vent et des regards indiscrets pour la suite. Maximilian s'activa immédiatement, il déballa son matériel, allumant une lanterne à huile, puis examina la plaie avec un professionnalisme surprenant. Infection légère mais encore réversible, blessure profonde malgré tout. Le péritoine pariétal est touché, mais le péritoine viscéral est intact. C'est une chance. Enfin, de manière relative, évidemment. La véritable chance aurait été de... Fais ce que tu dois faire et ferme-la, bon sang. Hilda avait grommelé en s'adossant contre un mur, les bras croisés, cachant son anxiété derrière un air renfrogné, mais son ton était moins incisif qu'à l'habitude. Oui, bien sûr, exact. Il va falloir nettoyer correctement et recoudre. J'espère que vous avez l'estomac bien accroché. Enfin, façon de parler, ce serait une blessure grave dans le cas contraire. Baragor, lui, ressortit sa flasque et prit une gorgée longue avant que Luigi ne s'adresse à lui. J'espère que votre copain se remet vite, parce que rester si proche du pont la nuit, c'est un aller simple pour finir écharpé. Baragor ne répondit pas non plus qu'Hilda. Le silence s'installa alors que Maximilian commençait son travail, le seul bruit étant celui du fil et de l'aiguille perçant la chair. Puis, au loin, comme pour statuer d'une quelconque qualité de prophète de Luigi, un hurlement retentit dans la nuit, un hurlement inhumain. Le groupe se figea aussitôt à l'audition du hurlement. Ce n'était pas un cri humain, plutôt un mélange angoissant entre un ululement, un rire distordu et un chant moqueur, résonnant dans la nuit comme un écho venu d'un autre monde. Même Maximilian, habituellement imperméable aux situations les plus absurdes, stoppa son travail de suture, l'aiguille en suspens au-dessus de la plaie d'Erhardt. Pourtant, son travail jusqu'ici s'avérait précis, presque chirurgical, un détail d'autant plus frappant venant de cet excentrique à l'esprit égaré. Après un bref silence tendu, il reprit la parole, plus intrigué qu'inquiet. « Ce cri, il ne semblait pas humain, n'est-il pas ?» Sa voix, bien que calme, portait une nuance de crainte étrange chez lui, et déjà Luigi s'était approché d'une fenêtre, le regard plongé dans la brume mouvante dans les rues en contrebas. Les lumières tremblotantes de ce qu'il prit pour des torches projetaient des ombres difformes sur les murs déchiquetés, et au travers du voile de suie et de brouillard, il distingua des silhouettes mouvantes.
Et crois que nous ne sommes pas seuls. Hilda le rejoignit d'un pas prudent, posant sa main sur le rebord de la fenêtre avant de plonger son regard dans les ténèbres. Ce qu'elle vit lui arracha un frisson instinctif. Une procession de créatures bigarrées et grotesques déambulait dans la rue, avançant dans un chaos festif et désordonné. Certaines se dandinaient en gesticulant joyeusement, tandis que d'autres affichaient des mines renfrognées, grognant et traînant les pieds comme des enfants boudeurs. Leur apparence était autant un défi au bon sens qu'à la nature elle-même, des abominations roses aux multiples bras, lançant des gerbes de flammes dans les ruines environnantes et riant de manière hystérique. D'autres, plus petites et bleuâtres, suivaient le cortège d'un air maussade, marmonnant entre elles dans un langage indistinct. Enfin, des formes tordues, rappelant des feux follets aux contours instables, sautillaient en tournoyant, comme si elles célébraient une danse dont elles seules connaissaient la chorégraphie. C'est quoi ces saloperies? Hilda sentit son souffle se figer dans sa gorge. Elle n'avait jamais rien vu de tel, pas même dans les pires ruelles d'Aldorf, ni dans les marécages fétides où pullulaient les hommes bêtes, non plus qu'à Mordheim, où tout semblait pourtant possible. Ces choses n'étaient pas des mutants, ni des bêtes issues d'une malformation naturelle. Elles étaient autre chose de plus primordial, quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose comme les créatures de la veille. À ses côtés, Luigi resserra les doigts sur la garde de son sabre, son expression d'ordinaire insouciante figée dans une tension qu'elle ne lui connaissait pas. « Il n'aime pas ça du tout. » Il se recula d'un pas mesuré, posant instinctivement la main sur Boom, comme pour l'empêcher de faire une bêtise. « Elles sont trop nombreuses, si elles nous voient, c'est fini. » Derrière eux, Maximilian, qui avait suivi la scène du coin de l'œil, reprit son ouvrage d'un geste prudent. Il tira sur le fil de suture avec une délicatesse étonnante, puis rajouta. « Il va falloir être discret alors. Ça tombe bien, notre cher ami est tombé dans les vapes, donc il ne fera plus de bruit. » Un coup d'œil vers Erhardt confirma ce qu'il redoutait, malgré le positivisme déplacé de Maximilian sur le sujet. Le blessé, inconscient, était incapable de bouger seul, son souffle était faible et sa peau poisseuse de sueur froide. Il luttait pour sa vie, chaque mouvement trop appuyé de Maximilian lui arrachant un tressaillement douloureux. « On doit partir, ces choses ne font pas que passer, elles cherchent quelque chose. » « Chercher quoi? Il n'en sait rien, mais il aimerait autant que ce soit pas nous. » Hilda se détourna de la fenêtre, scrutant la pièce autour d'eux. Le bâtiment était en partie effondré, mais il offrait encore quelques recoins d'ombre assez profonds pour cacher un homme, ou plusieurs. Erhardt peut pas bouger, mais on est caché ici, non? Luigi observa la pièce, calculant ses options. Si, mais si elle rentre, on est foutu. On ne peut pas simplement se cacher et prier. Baragor intervint alors, les bras croisés, avec sa mine bourrue habituelle. On pourrait pas faire diversion? Et avec quoi? Ton boule de Nabokamappaa? On pourrait plutôt te balancer par la fenêtre, Umgi. Avec ta manie de jacassé, je suis sûr que tu te mêleras bien à cette bestiole braillarde. Le fracas d'une porte pulvérisée par une boule de feu se fit entendre dans un bâtiment voisin, suivi du caquettement bien trop proche à leur goût de l'un des monstres qui semblait explorer les lieux d'un air enjoué. Un silence tendu s'installa, chacun retenant son souffle. Luigi finit alors par murmurer. Et vous parlez trop, mais vous avez raison, une diversion pourrait nous sauver la pomme. On sait toujours pas comment. Luigi s'approcha discrètement de Baragor en jouant avec sa pièce d'or de manière dextre, ce qui attira l'attention du nain juste assez longtemps pour que le Tiléen use de sa main libre pour subtiliser la flasque de son malheureux spectateur. Celui-ci voulut protester bruyamment, mais Luigi le fit taire d'un sourire en plaçant son index devant sa bouche dans une invitation au silence. Baragor se retint de râler, mais récupéra son alcool des mains du prestidigitateur d'un mouvement sec. Luigi haussa des épaules et argua. Mordheim a majoritairement des bâtiments bois et entorchés. Avec un peu de ça et un briquet, qui sait ce qu'on pourrait faire. Tu veux foutre le feu à la ville? T'es pas un peu fada, toi? Hilda attrapa la flasque des mains de Baragor, sans une once de la subtilité précédente du mercenaire, puis elle déclara. Si ça nous permet de rester en vie, moi ça me va. Luigi esquissa un sourire avant de sortir un petit briquet à silex de sa poche et de le jeter à Hilda, qui le rattrapa au vol. Elle lui lança un regard circonspect et celui-ci commenta. « Tu me parais bien motivé, puis c'est ton copain qui nous bloque ici, alors... Ok, j'ai compris, c'est moi qui m'y colle. »
Un autre hurlement résonna dehors, plus proche cette fois. La troupe bigarrée avançait, ses lueurs multicolores ondulant dans la nuit, et les créatures babillant entre elles dans leur langage incompréhensible, leurs voix stridentes montant et descendant comme des vagues de folie. Hilda raffermit sa prise sur la bouteille de Baragor et avança vers la porte arrière du bâtiment, là où l'obscurité régnait encore. Luigi se tourna alors vers son frère. « Boum, si je te dis de faire silence, tu fais silence, d'accord? Même s'il y a du feu. » Me boum pas et me feu. Tu fais silence, ce n'était pas une question. Il hésita avant de hocher de la tête, sa lourde prothèse grinçant légèrement en réaction au mouvement du colosse. Hilda lança un dernier regard au corps étendu d'Erhardt, regrettant soudainement le mutisme dans lequel elle s'était terrée dans les heures précédentes, et se rendant compte qu'elle n'aurait peut-être plus l'occasion de lui reparler un jour. Baragor la coupa dans ses regrets. Elles seront devant le pas de porte dans moins d'une minute. Qu'est-ce que tu attends, Muggy? C'est bon, ferme-la, j'y vais. Hilda inspira profondément et ouvrit la porte arrière avec la lenteur mesurée de ceux qui savent que le moindre bruit peut leur être fatal. Elle descendit les escaliers de pierre, puis l'obscurité d'une ruelle excentrée s'étendit devant elle, seulement troublée par les reflets dansants d'un feu pas assez lointain. Le chaos régnait dans l'artère principale, mais ici, dans cet entrelac de bâtisses éventrées et de venelles étroites, l'ombre offrait encore une fragile illusion de sécurité. Elle progressa d'un pas feutré, et chaque pavé sous ses bottes lui semblant une corne prêt à hurler sa présence à la nuit entière. Elle parvint malgré tout à s'éloigner de leur abri, se faufilant dans les ruelles étroites, dangereusement proches de la procession qui poursuivait sa route. Mais alors, un bruit étrange, un raclement la fit s'immobiliser immédiatement. Son cœur martelait dans sa poitrine. Là, au coin de la ruelle, une silhouette vacillait. Une forme grotesque, trop mince, trop souple, qui se tordait dans un mouvement presque dansant de chair et d'articulation. Elle ne l'avait pas entendu arriver, et elle se retrouvait juste là, comme mue par les hasards du destin. Hilda se plaqua contre le mur, son souffle coupé. La créature glissait sur le sol, ses mouvements irréguliers défiant toute logique, comme si elle se déplaçait au gré des courants d'un vent invisible. Par moments, elle s'étirait, se contractait aussi entre une forme vaguement humanoïde et quelque chose de bien plus dérangeant. Et elle était proche, trop proche. Hilda se retrouvait prise au piège. Un son étrange s'éleva alors, un babillage, une voix enfantine, trop aiguë pour être naturelle et trop joueuse pour être innocente. Qui va là? Quoi va là? Quand va là? Hilda ferma les yeux une fraction de seconde, tentant de se convaincre que ce geste futile accentuait sa discrétion. Un nouveau rire résonna, couvert par le bruit de la cohorte qui continuait de remplir la rue principale parallèle à celle-ci. La chose se redressa légèrement, sa tête inexistante s'inclinant sur le côté comme un oiseau curieux. Puis, dans un gargouillement grotesque, elle ricana. « Attendez! Oh !» La créature démoniaque avait renversé une pile de caisses avec l'impatience d'un garçonnet, un 18 Sigmarzite, ouvrant son cadeau du premier jour de l'été. Hilda, fort heureusement, imprima une pointe de déception chez la chose, de par son absence. Sans réfléchir, elle avait reculé dans l'ombre d'un porche éventré, espérant que la brume masquerait son mouvement. Mais la créature s'agita un instant, semblant apprécier le jeu. « Je t'ai vu, je te vois, je te verrai, peut-être pas. » Elle bondit sur un tas de débris qui avait sans doute été un échafaudage autrefois, ricanant de plus belle, tandis qu'elle observait aux alentours de son plus petit œil, pendant que l'autre, disproportionné, semblait pris de spasmes, saccadé et anarchique. Hilda était juste là, sous le monstre, à la limite de son champ de vision, dès lors qu'elle s'était jetée à couvert au dernier moment pour éviter de se faire voir. À cette distance, elle pouvait sentir l'odeur de soufre et de poudre noire émanant de son prédateur enjoué. Puis, avec une lenteur irréelle, l'horreur se pencha en avant, esquissant un large sourire et affichant des crocs arrangés de manière incohérente dans une bouche démesurée. « Oh, petit oiseau, tu ne peux plus voler, et oui, tu n'as pas d'aile. » Hilda ne comprit pas la suite des événements, tant ces derniers se déroulèrent rapidement et dans un capharnaüm de secousses et de fracas.
La terre trembla et se fractura, provoquant un éboulement du porche sous lequel elle et le monstre se trouvaient. Oui, ils sont là. Ce dernier, gloussant, comme s'il savait ce qui allait lui arriver, se laissa écraser sous un énorme bloc de pierre taillée, disparaissant dans un mélange de chair écrasée et de volutes multicolores. Hilda roula sur le sol pour éviter les éboulis, puis rampa de manière désespérée en quête d'un abri avant qu'une violente explosion ne retentisse dans la rue principale. De là, elle entendit des couinements et des sifflements aigus, accompagnés par les cris et les babillages des monstres. Cependant, une voix perça les ténèbres par-dessus le brouhaha général d'une bataille chaotique et surgit de nulle part. Non, non, erreur idiot! Va pas être tanière forteresse! Chose femelle, pas là! Une vague de démons ricana, s'élevant dans les airs, projetés comme de vulgaires pantins au moment où une foreuse titanesque éventrait le pavage dans un fracas assourdissant. L'explosion de terre et de gravats déchira la rue, répandant un nuage épais de poussière et de débris. Tapis dans l'ombre de leur refuge, Luigi et Baragor observaient la scène dans un mélange de stupeur et d'incrédulité. Le chaos venait de prendre une tournure encore plus inattendue. Des dizaines de silhouettes grouillantes de rongeurs jaillirent des profondeurs, accompagnées d'une créature colossale, 3 fois plus massive que les autres. Celle-ci maniait la foreuse avec une brutalité qui n'avait rien d'ouvrier, chaque mouvement de l'énorme engin tenant plus du carnage que du perçage méticuleux. D'un revers, elle balaya plusieurs démons, les envoyant valser dans les airs comme des fétus de paille. Les abominations hérisées, loin d'être décontenancées ou même surprises, répondirent à cette provocation par un véritable feu d'artifice de flammes changeantes, inondant la horde d'hommes rats d'éclats multicolores et de cris distordus. Je ne crois pas que c'était le fait de notre chère Hilda. Je ne crois pas non plus, mais ça a marché, la voilà notre diversion. Ça va pas être si simple. L'objectif était de les attirer plus loin pour pouvoir déplacer votre copain, mais en l'état, ce serait trop risqué. Baragor renacla, son expression renfrognée trahissant une frustration croissante. Et il tourna les yeux vers Erhardt, toujours inconscient, allongé aux côtés de Maximilian. L'homme délirait par moments, son corps perclus de sueur froide. Dans son état, une évacuation précipitée serait suicidaire, aussi bien pour lui que pour les autres. Alors on fait quoi? Quel que soit le gagnant de cette baston, si on reste, on l'a dans l'os. Alors il faut partir, c'est aussi simple que ça. Le nain grogna, sa barbe frémissant sous l'effet de son irritation. Ça va pas être possible, je peux pas laisser cet Umgi-là, j'ai une dette envers lui et sa donzelle. C'est fort dommage, mais ce n'est pas mon cas. Le Tiléen avait répliqué avec un haussement d'épaule désinvolte. Sans attendre de débat supplémentaire, il se tourna vers Boom. Le colosse était recroquevillé dans un coin sombre, son énorme corps plié sur lui-même, ses traits marqués par une peur viscérale. Les flammes qui dansaient au loin faisaient briller des lueurs de panique dans ses yeux. Boum, on y va. Pas avec copain. Non, juste toi et moi, mon grand, comme d'habitude. Boum hocha lentement de la tête. D'un geste maladroit, il adressa un salut enfantin à Baragor et Maximilian, avant de se faufiler avec difficulté par la porte arrière et de disparaître dans l'embrasure qui peinait à contenir son imposante stature. Hilda retenait son souffle, tapie dans l'ombre de la ruelle étroite où elle était dissimulée, à seulement quelques mètres de l'avenue principale où régnait le chaos et la folie. Elle ne pouvait voir ce qui s'y déroulait, mais chaque bruit lui parvenait distinctement, le fracas des combats, les cris stridents et le crépitement de flammes anormales. Son regard restait rivé sur les décombres où la créature qu'il avait traquée était ensevelie, son cœur battant à un rythme effréné. Le vacarme environnant lui brouillait l'esprit, si bien qu'elle hésita lorsqu'elle crut percevoir un frémissement sous l'amoncellement de pierres. Était-ce son imagination ou un simple effet de la tension qui crispait ses nerfs? Dans tous les cas, elle retint un instant sa respiration, mais un second mouvement plus distinct dissipa ses doutes. La masse de chair broyée se convulsa, ses restes informes se contractant et se tordant dans une série de spasmes grotesques. Ce qui n'aurait dû être qu'un cadavre se mit à palpiter, à se remodeler, comme mu par une force étrangère qui le tirait des décombres.
Sa peau, autrefois d'un rose vif, se ternit, virant progressivement à un bleu maladif. Puis, dans une dernière pulsation écœurante, la chose se scinda en deux entités distinctes, glissant hors des gravats avec une souplesse irréelle. Hilda sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. L'horreur qu'elle avait cru anéantie venait de renaître, et cette fois, elle était deux. Son instinct lui dicta de reculer, mais elle se retrouva prise au piège. Derrière elle, la rue principale, noyée dans un chaos incandescent où Skaven et créatures impies s'entre-déchiraient. Devant elle, les monstres qui prenaient leur temps presque délibérément pour adopter leur nouvelle forme, oscillant et se contorsionnant dans une étrange parodie de métamorphose. Le spectacle avait quelque chose de pervers, comme si elles hésitaient sur l'apparence à arborer, telles des courtisanes choisissant leur tenue pour leur prochain rendez-vous galant. Elles sont plus petites, je pourrais peut-être... Ses doigts se crispèrent sur le manche de sa hache. Un instant, l'idée de les affronter lui traversa l'esprit. Mais juste un instant, à peine eurent-elles achevé leur transformation qu'elle comprit la futilité de cette pensée. Elles n'avaient rien perdu de leur étrangeté, et leur physionomie, désormais plus ramassée, n'en faisait pas des proies plus faciles. Bien au contraire, elles semblaient encore plus nerveuses, plus vives, prêtes à fondre sur elle à la moindre hésitation. Son esprit s'activa à une vitesse vertigineuse, cherchant une échappatoire. Les créatures, à la physionomie grotesquement boudeuse, tournèrent lentement leur attention vers elle, leur corps oscillant avec une fluidité malsaine. Dans un mouvement vif, elle délaissa sa posture défensive et pivota sur elle-même, braquant sa hache non plus sur ses ennemis, mais sur la porte délabrée la plus proche. Un coup puissant, rageur et d'une certaine manière désespéré fit craquer le bois déjà fragilisé. Elle acheva le travail d'un coup d'épaule, au moment même où une boule de feu bleuté percutait l'endroit où elle se trouvait un instant plus tôt, carbonisant les pierres et projetant des gerbes de flammes dans l'encadrement de la porte. Sans attendre, elle se rua dans le bâtiment, sans même savoir si elle venait de se jeter dans une impasse ou dans une voie de salut. Elle se stoppa dans l'obscurité poussiéreuse du bâtiment, le souffle court et le corps battant à tout rompre. Derrière elle, la lumière surnaturelle des flammes bleutées vacillait encore dans l'encadrement éventré de la porte, projetant sur les murs des ombres déformées, indistinctes, grouillantes. Un son s'éleva dans son dos, un bruit de succion, de pas traînant sur la pierre, accompagné de murmures grinçants, stridents comme des ongles raclant sur une ardoise. Bien sûr que ça court toujours. Quelle perte de temps, comme si ça pouvait s'échapper. Pitoyable, fatigant, ennuyant. Le ton était aigre, sec et piqué d'exaspération, comme un duo de commères insupporté par le spectacle d'une jeunesse perdue. Elles n'avaient plus rien de la créature rieuse enjouée qu'elles avaient été auparavant. Elles étaient devenues autre chose. Des silhouettes plus rabougries, plus sèches, aux faciès renfrognées. Leur corps se tordait encore par moments, comme si elles regrettaient leur précédente forme, plus grande et plus imposante. Mais Hilda n'avait pas le luxe de les observer. D'un regard alerte, elle balaya la pièce. Un ancien comptoir de bois vermoulu s'étirait sur la gauche, éventré et pillé depuis longtemps. Derrière, l'entrée était impraticable, pas question de retourner vers ces créatures. Son seul espoir était un passage à l'arrière, une porte à demi déchaussée que la moisissure et l'humidité avaient rongée jusqu'à la trame. Ça réfléchit toujours. Et ça hésite, comme si ça allait changer quelque chose. Regarde-la, cette petite idiote. Ça se croit malin, ça veut échapper à son destin. Les voix grinçaient comme des lamentations pleines de mépris, comme si l'effort de la chasse les fatiguait déjà. Hilda sentit une peur sourde monter en elle, mais elle la refoula aussitôt. Se laisser distraire, c'était signer son arrêt de mort, et elle ne comptait pas mourir, en tout cas pas aujourd'hui. Elle prit une inspiration puis fondit sur la porte arrière. Un coup de pied déplacé l'envoya voler d'un seul tenant. Là, un couloir s'étendait, étroit, suffocant, tapissé de vieilles étagères croulantes. L'odeur de renfermé lui saisit la gorge, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'avancer. Elle s'y engouffra donc, sans oser regarder derrière elle. Et les créatures la suivirent, mais sans empressement. Elles avançaient lentement, traînant leurs membres trop longs avec une nonchalance flemmarde. Comme si leur proie ne méritait pas un véritable effort, comme si elles savaient que, tôt ou tard, elles se retrouveraient coincées. Hilda sentit son dos s'humidifier sous l'effet de la sueur. Ce couloir était trop long, trop silencieux, trop étroit. Elle s'engageait dans une souricière obscure et piégeuse. Soudain, un bruit sec claqua au-dessus d'elle. Un craquement.
Son regard se leva, un trou dans le plafond, béant, noir, immense, percé de 2 lueurs rouges, et d'une paire de mains griffues qui en descendaient lentement avec une prudence calculée. Un sifflement s'éleva, un charabia nerveux, crissant comme l'écouinement d'un rat acculé. Toi, chose femelle, tu étais avec la chose nabo et la chose foudre, oui. Parle, réponds, où ils se cachent-ils? Toi parler, avouer, ou toi mourir?